Depuis le quai de la Tournelle dans le 4e arrondissement, bonsoir Paris, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale, un jour après cet incident, cet incendie en plein cœur de Paris. Bonsoir Fanny. Bonsoir Tanguy, bonsoir à tous. On vous le disait, édition spéciale aujourd'hui sur l'antenne de BFM Paris. Un jour après Notre-Dame de Paris qui brûle, il aura fallu près de 9 heures, vous l'avez vu, aux pompiers pour venir à bout de cet incendie qui a ravagé la cathédrale parisienne. C'était hier. Plus de 400 soldats du feu déployés, des conditions d'intervention très difficiles. On en parle dans un instant, notamment avec notre reporter Anne Lorbance. Les images de la cathédrale en feu ont fait le tour du monde entier. Une partie du plafond s'est écoulée au moment où la flèche est tombée. Vous allez voir, les dégâts ce soir sont impressionnants. On aura notamment une vue d'ensemble sur l'édifice. Les détails avec nos invités, nos experts dans quelques minutes. Un jour après le drame, l'émotion évidemment reste vive et la solidarité commence déjà à s'organiser. Les images de Notre-Dame calcinées ont laissé les Parisiens, les Franciliens, mais aussi les touristes du monde entier sous le choc. Notre reporter Florian Chevalet est à leur côté, tout près d'ici, sur les quais dans le 5e arrondissement de Paris. On le rejoindra dans un instant. Merci d'être avec nous. Cette prise d'antenne exceptionnelle donc en direct sur BFM Paris tout au long de cette soirée dans cette édition spéciale. Nous allons revenir sur ce terrible incendie qui a détruit donc une partie de Notre-Dame de Paris. Un événement qui touche le monde entier. Mais tout d'abord, nous, Parisiens, Franciliens, nous sommes tous très émus, très touchés, très concernés par ce qui s'est passé ce lundi soir. Oui, un jour après le drame, le feu est donc enfin éteint, non sans peine. Vous l'avez vécu sur nos antennes et à coup de grands renforts humains, mais aussi matériel, avec beaucoup de matériel technique. On fait le point justement avec toi, Anne Lorbance, reporter à BFM Paris. Anne-Laure, tu es tout près du parvis justement de Notre-Dame dans le 4e arrondissement. Où en est-on ce mardi ? Eh bien, l'heure est à la surveillance accrue et à l'évaluation de la stabilité de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au moment où je vous parle, un pan de la façade nord de l'édifice est actuellement très fragilisé. Une opération est en cours pour démonter le haut de cette façade qui risque de s'effondrer. Cette opération pour démonter la façade et la réparer, en tout cas en cette fin de journée. Une centaine de pompiers est toujours sur place, comme je vous le disais, pour surveiller de très près la structure de la cathédrale qui a été profondément mutilée et fragilisée par cet incendie. Un incendie qui, pour le secrétaire d'État Laurent Nunez, eh bien, en 10 à 15 minutes on a permis d'éviter le pire. En tout cas, tout au long de cette journée, les pompiers sont montés à l'aide de grues. Vous les apercevez peut-être encore sur cette façade. Ils sont montés en haut de cette tour avec des experts, mais également des architectes pour évaluer les dommages, des dommages importants qui ont touché notamment la voûte et le pignon nord de ces monuments historiques qui est très endommagé. On a pu donc, comme je vous disais, les apercevoir en haut des grues et puis en fin de journée, ils ont reçu la visite du Christophe Castaner qui est venu les féliciter et les remercier pour le travail remarquable qu'ils ont effectué pour sauver cet édifice. Je vous propose d'écouter Christophe Castaner qui indique que la structure est encore très fragilisée. Les risques existent encore sur la structure. Elle fait l'objet d'une surveillance en permanence parce qu'elle peut encore bouger. Il va nous falloir attendre 48 heures pour que nos services puissent intervenir, préserver l'ensemble des œuvres qui ont besoin d'être préservées. Nous n'allons pas les exposer, les mettre en sécurité. Donc 48 heures de vigilance très attentive, mais vous doutez bien que le temps de l'observation et de la reconstruction prendra énormément de jours, de mois, et nous serons au chevet de la cathédrale. Comme vous le disait le Christophe Castaner, les travaux de sécurisation vont durer encore 48 heures. Ce n'est qu'à partir de ces 48 heures que les enquêteurs pourront pénétrer à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour effectuer les premières constatations. Merci pour ces dernières informations, ces détails. Anne Lorbance, reporter BFM Paris depuis le 4e arrondissement de la capitale. Une procédure judiciaire est donc d'ores et déjà en cours dans le 17e arrondissement de Paris. Nous te retrouvons, Raphaël Maillechon, spécialiste police-justice BFM Paris. Tu es devant la direction régionale de la police judiciaire. L'enquête s'annonce compliquée donc.
Effectivement, puisque une enquête compliquée qui prendra du temps, puisque les relevés, les prélèvements à l'intérieur de Notre-Dame de Paris ne pourront être réalisés qu'une fois que le monument, l'édifice sera structuré, ce qui n'est absolument pas le cas. Cela prendra 24 voire 48 heures ou alors encore plusieurs jours. En tout cas, les auditions, l'enquête a bien commencé dès cette nuit ici au sein de la PJ parisienne. Il y a eu une quinzaine d'auditions et aujourd'hui, les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne ont auditionné 12 ouvriers entendus pendant 6h30. Ils sont sortis ce mardi aux alentours de 16h30. Dans le détail, il y avait 11 ouvriers, un conducteur de travaux. Ils ont été auditionnés un par un dans une salle face à un enquêteur. Ces ouvriers ont quitté le chantier hier soir aux alentours de 17h30, soit plus d'une heure avant le début de l'incendie. Des employés qui étaient entendus aujourd'hui et qui avaient pour mission au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris de monter la structure métallique, l'échafaudage. Pour l'heure, vous l'avez dit, la piste privilégiée effectivement est celle d'un départ de feu accidentel au niveau de la toiture de la cathédrale. La thèse a été confirmée en tout cas par le procureur de la République de Paris. Voilà pourquoi une enquête dès hier soir aux alentours de 23h avait été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie, c'est-à-dire que la piste criminelle tout simplement n'est pas retenue. Merci pour ces détails, ces dernières informations. Raphaël Maillochon, spécialiste police-justice BFM Paris. Conséquence évidemment de ce terrible incendie, vous le savez, des centaines de Parisiens, des riverains ont dû être évacués de leurs habitations. Les autorités ont demandé aux habitants de prendre leurs affaires et de quitter leur logement, et ce pour un temps indéterminé. Les détails, William L avec Laura Tapiro et Julie Piret. Jean-Baptiste a fait ses valises, les autorités lui ont demandé d'évacuer son logement. On a pris nos affaires parce qu'on ne sait pas combien de temps on va devoir évacuer l'appartement. Parce que visiblement le périmètre a besoin d'être sécurisé et nous on est à 2 portes des tours de Notre-Dame. C'est la galère, mais bon on comprend, hein. Là c'est la sécurité des gens qui est en jeu. Nous sommes dans la rue d'Arcole, située à quelques mètres seulement de la cathédrale. Depuis hier, la police demande aux habitants de quitter le quartier. Mais problème, les riverains ne savent pas vraiment quoi faire. C'est le cas de Jean-Claude, il est venu de banlieue pour aider sa mère à évacuer. Pas de nouvelles, on ne sait pas, ordre, contre-ordre, ordre, contre-ordre, nous attendons. La valise est prête, je l'emmène avec moi en banlieue, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. C'est compliqué, dites à une personne de presque 90 ans, il faut quitter son domicile, il faut partir. Certains partent quand d'autres reviennent. Maxence lui a pu retrouver ce matin son appartement avec ses enfants, un soulagement pour ce père de famille. Hier, on a été évacués dans l'urgence, les enfants étaient en pyjama. Eh bien, nous sommes revenus ce matin et puis là, il y a eu l'idée qu'on devait évacuer. Donc on a fait les valises à toute vitesse et puis finalement on nous dit que nous pouvons rester, donc on préfère quand même cela. Après le choc de l'incendie, les habitants doivent donc gérer ce désordre et ce manque de communication. Les riverains évacués ne savent pas quand ils pourront réintégrer leur logement, ce soir, demain ou dans les prochains jours. Voilà pour ce reportage signé des équipes de BFM Paris pour Bonsoir Paris. L'incendie de Notre-Dame a pris en pleine semaine sainte avant les festivités de Pâques, une période particulièrement importante notamment pour les catholiques. Les offices devaient se tenir dans la cathédrale. Conséquence de sa destruction, les messes de la semaine, information BFM Paris, se dérouleront entre les églises Saint-Eustache et Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement. Alors dans quelles conditions? Les explications du Père Lacroix, le curé de l'église Saint-Sulpice, à notre micro. Les principaux événements de la Semaine Sainte auront lieu à Saint-Sulpice pour les événements qui auraient dû avoir lieu à Notre-Dame. Le principal événement, c'est ce qu'on appelle la messe chrismale. Elle aura lieu demain à 18h30, l'heure qui était prévue à Notre-Dame de Paris. Ensuite, les cérémonies traditionnelles du jeudi saint, du vendredi saint, de la nuit de Pâques, auront lieu à Saint-Sulpice comme c'était prévu, mais ce sera l'archevêque qui viendra les présider. Le cardinal Lustiger a dit un jour qu'il était venu comme cela. Saint-Sulpice, c'est la cathédrale du cœur, c'est une belle phrase. Mais bien sûr, Saint-Sulpice n'est pas la solution. Il y a d'autres églises qui ont leur rôle à jouer. Tout près de Notre-Dame, il y a Saint-Gervais. La grande église Saint-Eustache, dès dimanche prochain, va servir. D'autres lieux vont certainement être mis à contribution.
Nous a rejoint ici sur le quai de la Tournelle, sur le pont de la Tournelle, Thomas Pernet. Bonsoir. On va parler avec toi de cette cathédrale qui est un chef-d'œuvre en elle-même, la bâtisse. Mais à l'intérieur, il y a également des œuvres d'art de grande valeur. Est-ce qu'on sait actuellement ce qui a pu précisément être sauvé? Est-ce qu'on a un état des lieux en fait? Oui, on commence à avoir des informations, Fanny. Alors le premier chef-d'œuvre, bien sûr, en soi, qui a brûlé, c'est cette charpente. Cette charpente, il faut savoir, c'est un joyau. Elle date en partie du XIIIe siècle et elle a disparu. C'est un joyau inestimable. On l'appelait la forêt de Notre-Dame. Faut se rendre compte, ces poutres, c'était des troncs d'arbres plantés au Moyen-Âge, aujourd'hui disparus. Alors concernant les autres œuvres, je pense que vous pensez principalement aux vitraux, à la sculpture, à la peinture. On a des informations qui sont plutôt rassurantes. Le ministre de la Culture, Franck Riester, s'est exprimé en milieu de journée. En fait, dès hier soir, pendant le sauvetage du monument, eh bien, des pompiers ont pu sortir des objets, notamment les objets du culte, les objets liturgiques. On pense notamment au trésor de Notre-Dame. Le trésor de Notre-Dame, c'est un trésor inestimable à triple titre, d'abord historique, artistique, mais aussi pour les croyants. C'est un trésor incroyable. Rendez-vous compte, il y a par exemple, qui a pu être sauvé, la couronne d'épines. La couronne d'épines, ce sera la couronne qui a été déposée, soi-disant, on y croit ou pas, bien sûr, c'est la foi, sur la tête du Christ, une couronne d'épines qui a été ramenée à Paris au XIIIe siècle par Saint Louis, qui est à Notre-Dame de Paris depuis 1804. Cette relique inestimable, elle a été sauvée, elle a été déplacée pendant les secours. La tunique de Saint Louis a également été sauvée. Donc ça, ce sont bien sûr de très bonnes nouvelles. Ces objets, ils ont été déplacés à l'hôtel de ville, au sein d'une salle de l'hôtel de ville, et ils sont en ce moment en transfert vers le musée du Louvre. Mais il y a d'autres objets, d'autres œuvres qu'on ne pouvait pas déplacer pour cause. Elles sont ces œuvres, soit une partie de l'édifice, elles ne peuvent pas être déplacées, ou elles étaient trop lourdes. On pense notamment aux orgues. À Notre-Dame de Paris, il y a 3 orgues. On tremblait notamment pour le grand orgue. C'est un orgue monumental. Il n'aurait pas été touché par les flammes. C'est une première nouvelle. Il n'a pas été touché non plus par les eaux, parce que l'eau, bien sûr, sauve, mais elle peut aussi énormément abîmer tout ce qui est œuvre d'art. Vous vous rendez bien compte qu'avec les lances à incendie utilisées par les pompiers, ça peut causer là aussi des dommages. Eh bien, cet orgue, ce grand orgue, il serait intact. Bien sûr, à vérifier. Les vitraux aussi. Les vitraux sont très importants. On a tremblé pour ces rosaces magnifiques, uniques. Ces rosaces, elles datent en partie du XIIIe siècle. Elles sont là aussi indemnes. Des vitraux ont été touchés, mais ce sont des vitraux du XIXe siècle. Alors bien sûr, c'est dommage, c'est une perte, mais ce ne sont pas les vitraux originels du Moyen-Âge. Et puis il y a bien sûr les sculptures ou encore les peintures. On le sait peu, mais il y a un ensemble unique dans Notre-Dame de Paris qui s'appelle les mets. Les mets, ce sont des tableaux de grand format, des tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il y en aurait une cinquantaine. Ils étaient offerts tous les ans à Notre-Dame par la Corporation des Orfèvres. Ces tableaux, ils ont été protégés par les sapeurs-pompiers pendant l'incendie, protégés là aussi des eaux, des dommages des eaux. Et le ministre de la Culture a donné là aussi des précisions. Ils seront normalement décrochés de Notre-Dame, de la nef, du chœur et des chapelles adjacentes, décrochés vendredi pour être transportés au musée du Louvre. Et là, il s'agira de voir l'état de ces mets. Mais là aussi, on est plutôt, on va dire, rassuré. Elles devraient avoir été protégées et on verra ensuite l'état des restaurations. Évidemment, l'essentiel a été bien conservé. L'essentiel a été bien sûr protégé. Alors là, c'est pour l'instant une photographie globale. Il faudra voir. Les restaurateurs, les conservateurs devront voir objet après objet, notamment pour cette toile, notamment pour cet orgue. Cet orgue, on a eu peur à un moment qu'il ne fonde, parce qu'il est bien sûr à la fois en métal et en bois. Heureusement, il est intact, mais bien sûr, aujourd'hui, il est inutilisable. Et ce sera après la sécurisation du bâtiment en tant que tel, aux restaurateurs, aux conservateurs de voir l'état de ses œuvres et de voir, par exemple, pour l'orgue, si on pourra le restaurer in situ ou s'il faudra là aussi le démonter. Et ce sera à suivre évidemment en direct sur BFM Paris. Merci beaucoup Thomas Pernet, reporter BFM Paris. Il est 18h12, nous sommes en direct depuis donc le 4e arrondissement et c'est vrai qu'il y a énormément de Parisiens, de Franciliens qui viennent alors voir, parce qu'évidemment il y a un certain nombre de journalistes internationaux présents, mais également voir ce qu'on peut admirer encore aujourd'hui de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Des Parisiens, des Franciliens qui viennent voir, des touristes aussi. Ça a été le cas depuis maintenant de longues minutes, de longues heures, notamment à la suite de l'annonce de cet incendie. Et puis il y a dans le même temps cet appel à la solidarité si important dans ce genre de situation. Écoutez les détails de notre reporter Magali Chalet. Pour restaurer Notre-Dame de Paris, joyau du patrimoine français, chacun se mobilise. La cathédrale encore en feu cette nuit, Anne Hidalgo annonçait déjà une contribution de 50 millions d'euros de la ville. Et pour inciter aux dons, elle propose une grande conférence qui réunira les mécènes du monde entier pour lever les fonds nécessaires. L'urgence, c'est d'abord de canaliser et d'organiser la collecte de fonds. C'est valable en France, mais c'est valable aussi à l'international. Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale allait être lancée.
De son côté, la présidente de la région annonce débloquer une aide d'urgence de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros d'aide d'urgence, de façon à ce que les travaux les plus urgents, ceux de confortement qui ont été mentionnés par les pompiers, puissent être réalisés très rapidement par le diocèse de Paris. C'est une avance évidemment de trésorerie que la région fait dans le cadre des aides qu'elle donne chaque année au patrimoine et aux églises. Les 2 plus grandes fortunes de France vont aussi mettre la main au portefeuille et offrir 300 millions d'euros pour réparer Notre-Dame. Le groupe LVMH, numéro 1 mondial du luxe, et la famille Arnault annonce le versement d'une enveloppe de 200 millions d'euros. Dans notre groupe, nous avons certains savoir-faire, en particulier créatifs, architecturaux, financiers, évidemment aussi pour la conservation d'œuvres d'art à travers la Fondation Louis Vuitton. Donc nous mettons à disposition des parties prenantes de cette reconstruction tous nos salariés qui leur sembleraient pouvoir aider à cette reconstruction. La famille d'industriels Pinault, qui préside le 2e groupe mondial dans le secteur du luxe, offre quant à elle 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Autre donateur, Total, son PDG annonce débloquer 100 millions d'euros. De nombreuses cagnottes ont aussi été mises en ligne par des anonymes. Les autorités mettent en garde contre les arnaques et recommandent à ceux qui souhaitent effectuer un don de se rendre directement sur le portail de la Fondation du patrimoine. Émotion, sidération de la part de catholiques, mais plus largement aussi de Parisiens, de Franciliens. Tout cela à la suite de cet incendie que vous avez vécu hier sur nos antennes, qui a pris en début de soirée. On en parle avec toi, Florian Chevalet. Tu es tout près d'ici, direction le 5e arrondissement de Paris, sur le quai Montebello. Florian Chevalet, beaucoup de personnes continuent encore de venir voir cet édifice. Oui, exactement. Et pour preuve, Fanny, il est aujourd'hui très compliqué de se déplacer à pied sur les quais aux abords de Notre-Dame de Paris, tant la foule est compacte. Des curieux venus par centaines contempler le monument, contempler Notre-Dame de Paris un jour après l'incendie. Parmi ces personnes, j'ai rencontré tout à l'heure Jules. Il est né à Paris, a grandi au pied de la cathédrale. Il était très ému, au bord des larmes. Écoutez-le. C'est notre patrimoine qui s'en va, c'est l'âme de Paris, c'est Notre-Dame, c'est la liberté, c'est le symbole de la France. C'est 850 ans d'histoire qui s'envolent en fumée, c'est l'enfer. C'est effectivement, je suis extrêmement triste. Ce qui est également impressionnant, eh bien, c'est le nombre de personnes, dès le départ de l'incendie hier, qui viennent ici, téléphone ou appareil photo à la main, pour immortaliser le monument. C'est la raison de la colère d'Alexis. Il est guide touristique, passe devant la cathédrale Notre-Dame de Paris tous les jours. Il m'a expliqué être très choqué par le nombre de personnes qui se prennent en selfie, qui se prennent en photo devant ce monument. Hier déjà, devant le monument en flammes. Très choqué, comme je vous le disais, écoutez-le. Je voyais le Notre-Dame qui brûlait et je voyais des gens en même temps qui prenaient des selfies avec elle, avec le Notre-Dame en derrière en brûlant. Je ne pouvais pas rester, en fait, je suis rentré chez moi après 20 minutes. C'était pas possible de voir ça et en plus et cette partie un peu égoïste de se dire soi-même je suis parti d'un moment très important de l'histoire. Au-delà de la curiosité, je vous rassure, les sentiments qui prédominent aujourd'hui auprès des Parisiens, l'émotion, la tristesse. Beaucoup ont d'ailleurs décidé de passer des larmes aux actes. L'immense majorité des personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui m'ont promis de réaliser un don pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Merci beaucoup pour ces détails, Florian Chevalet, reporter BFM Paris depuis le 5e arrondissement de la capitale. Retour en direct ici depuis le 4e arrondissement, pont de la Tournelle. Ariel Vell, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, maire du 4e arrondissement. Nous sommes à près de 24 heures à la suite de ce drame et il y a des centaines, si ce n'est des milliers de Parisiens qui viennent voir cet édifice. Quelle est votre sensation, quel est votre regard sur ces Parisiens qui viennent rendre hommage, certains nous l'ont affirmé, à cet édifice? On est tous très émus, évidemment. On commence par nos riverains, les enfants. Je suis allé voir les enfants des écoles qui sont tous attachés physiquement, charnellement à ces édifices. Mais bien entendu, c'est du patrimoine qui ne nous appartient pas. On a reçu personnellement, la ville, l'État, la France, des hommages du monde entier. Donc on comprend que les gens ils sont très attachés. Personnellement, j'ai du mal à la regarder. Moi, j'ai le dos tourné, ça tombe bien. J'ai du mal à regarder
absence de flèche, une flèche que je vous voyais encore il y a quelques jours, il y a quelques heures. Et donc je crois qu'il me faudra un petit temps. On est un certain nombre à pas vouloir regarder cet endroit-là, plutôt regarder de l'autre côté. Mais chacun a son appropriation, chacun a sa relation avec la cathédrale de Notre-Dame, ce qui en fait ce bien universel. On a tous une relation avec cet édifice. Un peu plus tôt dans la soirée, on a parlé de l'évacuation de ces riverains de l'île de la Cité qui hier ils ont dû donc quitter leur logement, évidemment avec pour raison de sécurité avec cet incendie. Ils ont été relogés dans quelles conditions et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que la situation a l'air d'être un peu floue pour certains d'entre eux. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront revenir dans leur logement. Oui, alors c'est circonscrit, la situation qui est compliquée, elle est circonscrite à cette rue du Cloître Notre-Dame, rue du Cloître Notre-Dame, qui est vraiment la rue qui est sur la cathédrale, sur le transept nord de la cathédrale. Et donc c'est cette rue qui est évacuée uniquement à ce jour. Et d'ailleurs même la nuit dernière, alors il y a des gens qui ont préféré partir. Donc on est sur un certain nombre d'immeubles. On a l'essentiel des familles qu'on connaît bien, on est en contact et on les reloge évidemment ce soir pour celles qui le souhaitent. Il y a beaucoup d'entraide, il faut le dire, de familles, d'amis. Voilà, toute la journée on a vu des gens, on a même passé quelques petits coups de fil. Il y en a beaucoup qui sont par l'école, par la paroisse, par les amis, par les relations. C'est un quartier, le 4e en général et l'île en particulier, dans lesquels les gens ont des relations très proches. Donc il y en a beaucoup qui vont pas vouloir ou avoir besoin du relogement, et pour les autres, eh bien, on a des hôtels que l'administration nous a fournis dès ce soir. Et pour les 48 heures, on pense que on espère que ça dure pas plus de 48 heures pour cette rue-là. Et puis la nuit dernière, on avait ouvert une halle. J'ai pu la clôturer à peu près à 2 heures du matin. On a relogé, on a pu permettre à tout le monde de rentrer. Ceux qui étaient sortis ne pouvaient plus rentrer, évidemment, parce qu'il fallait respecter le permis d'intervention. Et quant aux autres, j'ai logé quelques personnes à l'hôtel. Combien de personnes dorment en dehors de chez elles actuellement? Il y a quelques immeubles, on parle d'une centaine de personnes. Comment les choses se sont passées la nuit dernière et aujourd'hui? On sait qu'une cellule de crise a été installée très rapidement par la mairie de Paris. Est-ce que cette cellule de crise existe toujours ce mardi soir? A-t-elle été levée? Et si elle est toujours en vigueur, jusqu'à quand elle va être en fonctionnement? Alors la cellule de crise, vous savez, c'est quand on ouvre, on a une cellule de crise dans laquelle on met tous les services à la ville et on l'a fait dès hier soir. En fait, la maire a déclenché, s'est rendu ensemble sur les lieux tout de suite puisqu'on n'avait qu'un pont à traverser. Donc on est allé ensemble sur les lieux, on a tout de suite activé une cellule de crise, ce qui permet de colocaliser les gens de tous les différents services et de faire travailler tout le monde en même temps. On l'a clôturé hier soir, une fois qu'on avait recasé les gens soit à la halle, soit chez eux. Ouais. Et on fonctionne en mode de cellule de crise, si vous voulez, en permanence. C'est-à-dire qu'on travaille avec tous les services de logement, sociaux. Et voilà, on a une cellule psychologique qui est ouverte à la mairie du 4e arrondissement, qui était ouverte toute la journée, qui sera encore demain. On a aussi des psychologues de l'éducation nationale qui sont passés dans les écoles. Donc c'est un ensemble de services qu'on déploie, pas seulement sur un site, mais sur plusieurs. Vous étiez prêt à ce genre de situation en 2019, ici en plein cœur de Paris? On n'est jamais prêt, et évidemment qu'on n'attendait pas sur un édifice aussi incroyable, aussi millénaire. Évidemment qu'on s'attendait pas à cette catastrophe-là. En même temps, on a quand même eu des catastrophes et on travaille beaucoup sur se mettre en capacité de répondre à des choses qu'on prévoit pas. Ça s'appelle la résilience, c'est la stratégie de résilience de la ville de Paris. Et dans quelques minutes, je vais vous quitter parce que j'aurai une réunion publique que j'ai souhaité maintenir ce soir, dans laquelle on va présenter justement un plan dans lequel on va former des volontaires de la résilience. Ce sont ces Parisiens qui se présentent spontanément de toute façon, qui font les formations de premier secours, qui viennent pour proposer. Hier, j'ai eu des moments de solidarité où les gens sont venus spontanément à la halle pour proposer à des gens de dormir chez eux. Et bien ces gens, nous allons leur dire, on va donner une formation complète, que ce soit pour des attentats, que ce soit des crues de la Seine, quelle que soit la catastrophe qui peut survenir. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont très solidaires, qui souhaitent se former. On va les former et on va se créer ce groupe de volontaires qui seront équipés pour réagir à toute situation qui peut se produire. Merci Ariel pour ces derniers détails. On rappelle que vous êtes le maire de cet arrondissement, du 4e arrondissement, concerné donc malheureusement par cet incendie de la cathédrale Notre-Dame. Cet incendie qui a mis près de 9 heures à être éteint par les services des sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Un incendie qui a enfin pu être éteint au cours de la nuit. L'action et la bravoure justement de ces soldats du feu n'ont pas manqué d'être salués par de nombreux badauds qui étaient présents notamment autour de ce périmètre de sécurité. Une petite sélection justement de vos messages que l'on va regarder au micro BFM Paris d'Emmanuel Lebon. Regardez.
de vrais professionnels pour que ce matin qui est tout l'incendie soit et que la structure soit conservée. Voilà, ça c'est très important. Et je pense que les pompiers ont été tout à fait un travail remarquable. Ce sont des gens qui sont toujours à notre service, on le voit bien aujourd'hui encore, heureusement qu'ils sont là. Ils nous ont permis de pouvoir encore faire un effort, un travail fantastique pour notre pays. Et je crois que comme pour moi le symbole de Notre-Dame est aussi important que le symbole de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe, je pense que c'était très important effectivement que les pompiers soient là et qu'ils soient là surtout pour sauver notre patrimoine. Exceptionnel, je les admire énormément. Vous êtes reconnaissante ce matin ? Oui, bien sûr, du travail qu'ils ont fait, bien sûr. Bien sûr, on ne peut qu'être reconnaissant. Voilà pour ces propos de Parisiens, de Franciliens, transmis et récupérés par les équipes BFM Paris tout au long de cette journée de mardi. Une autre image qui vous a fait réagir tout au long de cette journée, des panneaux d'affichage de la mairie de Paris qui ont diffusé tout au long de ces dernières heures des tweets de soutien à la suite de cet incident, de cet incendie. On pouvait notamment y lire, regarder des propos de plusieurs personnalités, des chefs d'État, de gouvernement aussi, puis notamment Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui affirme être, je cite, aux côtés du peuple de France dans ce moment de chagrin. Notre-Dame, l'incendie, un jour après. Vous êtes ici et vous le suivez avec nous sur l'antenne de BFM Paris. Ceci ainsi que le reste, évidemment, de l'actualité francilienne est à retrouver sur notre site internet bfmparis.com. Des informations à retrouver également en temps réel sur notre application mobile BFM Paris. Elle est disponible gratuitement sur tous les stores. A tout de suite. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Bonsoir Fanny, bonsoir Tanguy, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Alors c'était prévu, c'était la journée la plus désagréable ou en tout cas la plus nuageuse de la semaine avec, vous le voyez, un ciel bien gris. C'est une perturbation qui a circulé sur le bassin parisien et qui a apporté quelques pluies, des pluies dans l'ensemble assez faibles et donc les conditions anticycloniques qui vont se rétablir maintenant alors que vous apercevez donc les traces de cette perturbation. Donc on va retrouver encore un ciel assez nuageux pour ce mercredi matin. C'est de l'humidité qui sera encore présente dans les basses couches avec des températures relativement agréable entre 7 et 10 degrés. Et puis dans le courant de l'après-midi, je vous parlais de cette amélioration qui va se mettre en place avec le retour de très belles conditions ensoleillées et surtout des températures en nette hausse jusqu'à 19 degrés. Et puis donc pour la fin de la semaine, vous le voyez, de très belles conditions, toujours ces conditions anticycloniques, du soleil entre 20 et 21 degrés pour jeudi. Dès la journée de vendredi, on pourra atteindre localement les 22, 23, voire pourquoi pas les 24 degrés. Donc des températures qui seront facilement 8 à 9 degrés au-dessus des températures de saison. Samedi, même programme, toujours un soleil très généreux et des températures très élevées. Pourquoi pas localement des pointes à 25 degrés. Et puis pour dimanche, pas de changement. Un très beau week-end en perspective avec du soleil et des températures qui là aussi pourront atteindre les 23, 24 degrés avant a priori quelques nuages supplémentaires pour lundi prochain et une petite baisse des températures. Mais tout ceci reste bien sûr à confirmer. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur notre antenne et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. C'était la météo avec B&B Hôtel. Marianne Collarossi, bonjour. Nathalie, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Breteuil Immobilier. Vous êtes aujourd'hui à la tête de 11 agences à Paris, 2 agences à Londres, 3 sur la côte ouest. Sur quoi repose le concept de Breteuil ? Lorsque j'ai fondé ma première agence, il y a 20 ans, dans le 7e, j'avais un objectif fort, proposer à mes clients un service de qualité irréprochable. Et je me suis rendu compte que pour proposer un service de qualité, il fallait connaître parfaitement le quartier. On ne vend bien
que ce que l'on connaît bien. J'ai donc constitué des équipes en fonction de la connaissance qu'ils avaient du quartier. Qu'est-ce qui distingue Breteuil des autres agences immobilières? Breteuil Immobilier est un groupe familial. Dès le début, nous avons décidé de salarier nos collaborateurs. Ils s'inscrivent dans la durée. Ils sont fidèles à la marque et nous évitons ainsi l'esprit mercenaire qui va à l'encontre du service sur mesure que je veux apporter. Nos collaborateurs ainsi accompagnent tout au long de leur vie et de leur projet immobilier notre clientèle. Vous avez également ouvert des agences à Londres, vous avez un projet à New York. En quoi cette étape-là, elle est importante pour vous? C'est une façon de renouer avec mon histoire personnelle parce que j'ai été expatriée de nombreuses années. D'ailleurs, nous sommes le seul groupe français à avoir implanté 2 agences à Londres, ce qui nous permet d'accompagner les familles de Paris à Londres et de Londres à Paris. L'ouverture d'une nouvelle agence à New York est imminente. Nous avons d'ailleurs d'autres projets d'ouverture en France, mais aussi en Europe. Merci Marianne. Merci Nathalie. Parce que vous évoluez aussi vite que le monde qui vous entoure. Nous avons repensé la voiture pour qu'elle vous accompagne en même temps que le changement. Et qu'enfin l'essentiel remplace le superficiel. Actena Automobile, Paris 16e, Neuilly, La Défense, Port-Marly, Versailles, Buchelet et Maurepas. Ravi de vous retrouver pour la suite de Bonsoir Paris. Incendie à Notre-Dame le jour d'après. Il aura fallu près de 9 heures aux sapeurs-pompiers pour venir à bout de cet incendie qui a ravagé la cathédrale ici derrière nous. C'était hier. Plus de 400 soldats du feu dans des conditions d'intervention très difficiles. On en parle notamment ce soir avec notre reporter Anne Lorban. Les images de la cathédrale en feu ont fait le tour du monde. Une partie du plafond s'est écroulée au moment où la flèche est tombée. Les dégâts sont impressionnants, notamment lorsqu'on a une vue d'ensemble sur l'édifice. Les détails avec nos experts dans quelques instants. 24 heures après ce drame, l'émotion évidemment, vous l'imaginez, est toujours très vive et la solidarité s'organise désormais. Les images de Notre-Dame ont laissé les Parisiens, les Franciliens, mais aussi les touristes du monde entier sous le choc. Notre reporter Florian Chevalet est justement à leur côté dans le 5e arrondissement, tout près de chez nous. On le retrouvera dans un instant. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition spéciale. Nous sommes ici dans le 4e arrondissement et vous le voyez derrière nous, Notre-Dame de Paris qui est toujours là. Alors que vous le voyez peut-être sur ces images, les pompiers sont en train actuellement d'envoyer de l'eau avec une lance depuis maintenant quelques secondes. Nous allons suivre la situation en direct avec nos reporters, mais c'est quelque chose qui n'avait pas eu lieu depuis maintenant plusieurs heures. On va faire le point avec l'ensemble de nos invités dans quelques instants ici depuis le 4e, mais également avec l'ensemble de nos reporters un peu partout à Paris, en Ile-de-France. Justement, on va rejoindre l'une d'entre elles, c'est Anne Lorban. 5 jours après ce drame, le feu est a priori éteint. C'était le cas cette nuit, non sans peine. Il y a grand renfort de personnel, d'humains, mais aussi de moyens techniques. Anne Lorban, tu es tout près du parvis de Notre-Dame dans le 4e arrondissement de Paris. Où en est-on ce mardi ? L'heure est toujours à la surveillance accrue et à l'évaluation de la stabilité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont le sauvetage, selon le secrétaire d'État Laurent Nunez, s'est joué à 15-30 minutes près. Alors, preuve de la fragilité de l'édifice, au moment où je vous parle, des opérations sont actuellement en cours pour démonter un pan de la façade nord qui se situe du côté de la rue du Cloître, un pan qui menace de s'effondrer. Alors, où je vous parle également, une centaine de pompiers toujours présents. Ils sont à pied d'œuvre pour surveiller de très très près cette structure qui a été profondément mutilée et fragilisée par ce violent incendie qui s'est déroulé hier soir. Tout au long de la journée, on a pu apercevoir justement ces pompiers monter en haut des grues pour accéder aux 2 tours du monument qu'ils ont arpenté de long en large avec des experts mais également des architectes pour tenter d'évaluer les dommages ainsi que les zones qui présenteraient encore des risques d'effondrement. Ils ont travaillé d'arrache-pied et ont reçu en fin d'après-midi la visite de Christophe Castaner qui est venu les saluer et les remercier pour le travail qu'ils ont accompli. Christophe Castaner qui estime qu'il existe encore des risques pour la structure. Je vous propose de l'écouter.
Les risques existent encore sur la structure. Elle fait l'objet d'une surveillance en permanence parce qu'elle peut encore bouger. Il va nous falloir attendre 48 heures pour que nos services puissent intervenir, préserver l'ensemble des œuvres qui ont besoin d'être préservées. Nous n'allons pas les exposer, les mettre en sécurité. Donc 48 heures de vigilance très attentive, mais vous doutez bien que le temps de l'observation et de la reconstruction prendra énormément de jours, de mois, et nous serons au chevet de la cathédrale. Des travaux de sécurisation qui vont durer encore 48 heures. Ce n'est qu'après ce laps de temps que les enquêteurs vont pouvoir enfin pénétrer à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour procéder aux premières constatations ainsi qu'aux premiers prélèvements. Les détails, les dernières informations d'Anne-Laure Bance, reporter BFM Paris depuis le 4e arrondissement de la capitale. Une procédure judiciaire est donc d'ores et déjà en cours dans le 17e arrondissement. On va prendre la direction de la direction générale de la police judiciaire pour retrouver Raphaël Maillechon, journaliste police-justice BFM Paris, qui nous parle de l'enquête qui s'annonce compliquée. Raphaël. Effectivement, puisque une enquête compliquée qui prendra du temps, puisque les relevés, les prélèvements à l'intérieur de Notre-Dame de Paris ne pourront être réalisés qu'une fois que le monument, l'édifice sera structuré, ce qui n'est absolument pas le cas. Cela prendra 24 voire 48 heures ou alors encore plusieurs jours. En tout cas, les auditions, l'enquête a bien commencé dès cette nuit ici au sein de la PJ parisienne. Il y a eu une quinzaine d'auditions et aujourd'hui, les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne ont auditionné 12 ouvriers entendus pendant 6h30. Ils sont sortis ce mardi aux alentours de 16h30. Dans le détail, il y avait 11 ouvriers, un conducteur de travaux. Ils ont été auditionnés un par un dans une salle face à un enquêteur. Ces ouvriers ont quitté le chantier hier soir aux alentours de 17h30, soit plus d'une heure avant le début de l'incendie. Des employés qui étaient entendus aujourd'hui et qui avaient pour mission au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris de monter la structure métallique, l'échafaudage. Pour l'heure, vous l'avez dit, la piste privilégiée effectivement est celle d'un départ de feu accidentel au niveau de la toiture de la cathédrale. La thèse a été confirmée en tout cas par le procureur de la République de Paris. Voilà pourquoi une enquête dès hier soir aux alentours de 23h avait été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie, c'est-à-dire que la piste criminelle tout simplement n'est pas retenue. Les précisions de Raphaël Maillechon depuis le 17e arrondissement de Paris et conséquence de ce terrible incendie. Plusieurs centaines de Parisiens ont dû être évacués de leur logement. Les autorités leur ont tout simplement demandé de quitter leur domicile, de prendre leurs affaires et ceci pour un temps indéterminé. On fait le point avec William L, Laura Tapiro et Julie Pierret. Jean-Baptiste a fait ses valises, les autorités lui ont demandé d'évacuer son logement. On a pris nos affaires parce qu'on ne sait pas combien de temps on va devoir évacuer l'appartement. Parce que visiblement le périmètre a besoin d'être sécurisé et nous on est à 2 portes des tours de Notre-Dame. C'est la galère mais bon on comprend, là c'est la sécurité des gens qui est en jeu. Nous sommes dans la rue d'Arcole, située à quelques mètres seulement de la cathédrale. Depuis hier, la police demande aux habitants de quitter le quartier. Mais problème, les riverains ne savent pas vraiment quoi faire. C'est le cas de Jean-Claude, il est venu de banlieue pour aider sa mère à évacuer. Pas de nouvelles, on ne sait pas, ordre, contre-ordre, nous attendons. La valise est prête, je l'emmène avec moi en banlieue, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. C'est compliqué, dites à une personne de presque 90 ans, il faut quitter son domicile, il faut partir. Certains partent quand d'autres reviennent. Maxence lui a pu retrouver ce matin son appartement avec ses enfants, un soulagement pour ce père de famille. Hier, on a été évacués dans l'urgence, les enfants étaient en pyjama. Nous sommes revenus ce matin et puis là, il y a eu l'idée qu'on devait évacuer. Donc on a fait les valises à toute vitesse et puis finalement on nous dit que nous pouvons rester. Donc on préfère quand même cela. Après le choc de l'incendie, les habitants doivent donc gérer ce désordre et ce manque de communication. Les riverains évacués ne savent pas quand ils pourront réintégrer leur logement, ce soir, demain ou dans les prochains jours. Voilà un incendie de Notre-Dame qui a pris en pleine semaine sainte avant les festivités de Pâques, une période particulièrement importante, notamment pour les catholiques. Les offices devaient se tenir dans le cœur même de la cathédrale. Conséquence de sa destruction partielle, les messes de la semaine se dérouleront selon nos informations dans les églises Saint-Eustache dans le 1er et Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement. Dans quelles conditions? Écoutez les détails de Père Lacroix, le curé de l'église de Saint-Sulpice à notre micro. Les principaux événements de la Semaine Sainte
auront lieu à Saint-Sulpice pour les événements qui auraient dû avoir lieu à Notre-Dame. Le principal événement, c'est ce qu'on appelle la messe chrismale. Elle aura lieu demain à 18h30, l'heure qui était prévue à Notre-Dame de Paris. Ensuite, les cérémonies traditionnelles du jeudi saint, du vendredi saint, de la nuit de Pâques, auront lieu à Saint-Sulpice comme c'était prévu, mais ce sera l'archevêque qui viendra les présider. Le cardinal Lustiger a dit un jour qu'il était venu comme cela. Saint-Sulpice, c'est la cathédrale du cœur, c'est une belle phrase, mais bien sûr, Saint-Sulpice n'est pas la solution. Il y a d'autres églises qui ont leur rôle à jouer. Tout près de Notre-Dame, il y a Saint-Gervais. La grande église Saint-Eustache, dès dimanche prochain, va servir. D'autres lieux vont certainement être mis à contribution. Clément Salviani nous a rejoint. Bonsoir Clément. Bonsoir. Vous êtes doctorant en archéologie à Paris, à Panthéon-Sorbonne, professeur également agrégé d'histoire. Ce monument, Notre-Dame de Paris, vous le connaissez très bien. Vous l'avez, certains l'ont vu, certains internautes notamment, commenté sur les réseaux sociaux, puisque grâce à des photos aériennes de l'édifice, eh bien, vous avez commenté partie par partie ce que représente cet édifice. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement et quelles sont les parties qui ont été dégradées ? Alors comme vous l'avez vu, l'essentiel des dégâts se sont situés dans la charpente, puisque c'est là qu'a pris l'incendie vers 19h. Et le problème, c'est la difficulté d'accès qui fait que, bien sûr, on ne peut pas d'un coup se mettre à envoyer de l'eau dans ces hauteurs. Et précisément, l'eau aurait rajouté de toute façon du poids qui aurait précipité éventuellement l'effondrement encore plus avant de l'édifice par les voûtes notamment. Il faut savoir que cette architecture gothique se base sur une quête de la hauteur, de la hauteur de l'édifice et de la légèreté des murs, puisque au lieu de passer sur des murs pleins comme dans l'architecture romane antérieure, elle se base sur des piliers très élancés qui se croisent par des nervures dans ces clés de voûte. Et du fait de la chute de la flèche notamment, mais aussi de la température, des chocs thermiques divers et variés qui se sont produits au cours de la soirée, le calcaire qui compose cette architecture de Notre-Dame, du calcaire lutétien, a été rubéfié, a été en partie oxydé, transformé en poudre de chaux, et les maçonneries ayant subi des déformations thermiques importantes ont lâché du fait du poids, du fait des contraintes matérielles, et elles ont lâché en au moins 3 à 4 endroits. Une travée de la nef principale s'est effondrée au niveau de 2 voûtins et d'un arc doubleau, donc finalement une grande fenêtre en forme de losange entre 2 ogives, tandis que au niveau du transept nord, donc la branche qui se situe au nord de l'île de la Cité, vers le nord, elle s'est en partie effondrée. Les plus gros dégâts sont à déplorer largement au niveau de la croisée entre le transept et la nef, où là, tout le carré central formé par le croisement de ces 2 grands axes formant une croix, donc tout ce carré central s'est effondré sur place au niveau du maître-autel. Ça veut dire qu'au vu de la structure de l'édifice, tout le monde pouvait craindre un incendie et surtout des conséquences de cet incendie, c'est-à-dire que s'il y avait quoi que ce soit, tout aller s'embraser comme si c'est ce qui s'est passé hier soir. C'est toute la difficulté de ces édifices extrêmement hauts, extrêmement difficiles d'accès. On ne peut pas se permettre d'envoyer les Canadair comme l'a suggéré Donald Trump, puisque ça reviendrait à lancer des tonnes et des tonnes d'eau à 250 km/h sur un édifice qui est déjà fragilisé. On ne peut pas non plus se permettre d'envoyer trop d'eau, même avec des lances, puisque ça alourdit, ça s'infiltre. Or, ces matériaux ne sont pas faits pour connaître des tensions matérielles et thermiques et hydrauliques aussi fortes en un temps aussi court. On ne pouvait pas le prévoir. Un incendie est toujours un accident qui provient d'une somme de dangers et de risques spontanés. Le fait qu'on engage des travaux, ça permet naturellement de rénover, de restaurer l'édifice, mais le risque zéro n'existe jamais de toute façon. Cette structure, on en a parlé donc en bois, et puis cette aussi architecture gothique élancée, comme vous le disiez, très en hauteur. Est-ce qu'on retrouve ces signes dans d'autres monuments de la capitale qui pourraient du coup prendre exemple sur Notre-Dame et peut-être anticiper des risques éventuels ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'art gothique, les cathédrales gothiques qu'on appelle l'art franc ou l'art francigenum, l'opus francigenum en latin au Moyen-Âge, c'est un art qui va fleurir principalement au Xe, XIe siècle et surtout XIIe, XIIIe siècle, principalement en Île-de-France, en Normandie, dans la région de la Champagne, mais aussi en Picardie. On a donc toute une série d'édifices qui sont connus, Laon, Amiens, Chartres, Orléans, tout un tas de cathédrales qui empruntent à ce même répertoire de formes, ce répertoire, ce langage de l'architecture gothique. Et en Ile-de-France ? Et en Ile-de-France, il y en a d'autres. Vous en avez un sur l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle, dont la construction commence vers 1242-1243, qui est là aussi une réalisation de l'âge d'or des Capétiens, si l'on veut, commandée par Louis IX, un des successeurs des Capétiens qui ont initié la construction de Notre-Dame de Paris. On peut donc se référer à un répertoire de décors, de formes, de traditions artistiques et sculpturales qui ne sont pas totalement
totalement isolés à Notre-Dame, mais qui répondent bien d'un art avec son langage et sa grammaire de manière générale. On peut donc sereinement imaginer que les conservateurs, les restaurateurs, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, tout un tas de corps de métier, les compagnons du devoir, vont s'atteler maintenant d'une part à estimer les dégâts. Il faut déjà chiffrer en termes de quantité, de volume de travail, diagnostiquer exactement les lieux touchés, la façon dont les lieux ont été touchés. Est-ce que c'est par le feu? Est-ce que c'est par l'eau? Est-ce que c'est par une contrainte technique, un choc? Et une fois que ces dégâts auront été localisés, diagnostiqués, entreprendre un programme, je le suppose, puisque cela a été annoncé à diverses reprises, un programme de restauration. La question étant bien sûr, le débat se fixera sur la nature éthique et esthétique de cette restauration. Les conservateurs, eux, ont une expertise métier qui est remarquable à cet égard. Ils savent discuter, débattre sur la façon dont on restaure les édifices. Il faut rappeler que Notre-Dame n'est pas un édifice uniquement du XIIIe, XIVe siècle ou du XIIe. C'est une vaste stratification architecturale qui comporte des éléments de toutes les périodes depuis le début de sa construction. Au XIXe notamment. Et des rénovations tout autour de sa période, au XVe, au XVIe, au XIXe par Eugène Viollet-le-Duc, qui ont permis de lui donner de nouveaux atours, mais aussi d'améliorer, entre guillemets, de changer son décor intérieur au fil des siècles. Clémence Leluni, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Professeur agrégé d'histoire, toute cette nuit, de lundi à mardi, les pompiers se sont mobilisés pour sauver donc Notre-Dame de Paris. Après la sécurisation de l'édifice, il va donc falloir, on en a parlé avec Clément, reconstruire. Et vous allez le voir, la solidarité se met déjà en place. Magali Chalet pour Bonsoir Paris. Pour restaurer Notre-Dame de Paris, joyau du patrimoine français, chacun se mobilise. La cathédrale encore en feu cette nuit, Anne Hidalgo annonçait déjà une contribution de 50 millions d'euros de la ville. Et pour inciter aux dons, elle propose une grande conférence qui réunira les mécènes du monde entier pour lever les fonds nécessaires. L'urgence, c'est d'abord de canaliser et d'organiser la collecte de fonds. C'est valable en France, mais c'est valable aussi à l'international. Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale allait être lancée. De son côté, la présidente de la région annonce débloquer une aide d'urgence de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros d'aide d'urgence, de façon à ce que les travaux les plus urgents, ceux de confortement qui ont été mentionnés par les pompiers, puissent être réalisés très rapidement par le diocèse de Paris. C'est une avance évidemment de trésorerie que la région fait dans le cadre des aides qu'elle donne chaque année au patrimoine et aux églises. Les deux plus grandes fortunes de France vont aussi mettre la main au portefeuille et offrir 300 millions d'euros pour réparer Notre-Dame. Le groupe LVMH, numéro 1 mondial du luxe, et la famille Arnault annoncent le versement d'une enveloppe de 200 millions d'euros. Dans notre groupe, nous avons certains savoir-faire, en particulier créatifs, architecturaux, financiers, évidemment aussi pour la conservation d'œuvres d'art à travers la Fondation Louis Vuitton. Donc nous mettons à disposition des parties prenantes de cette reconstruction tous nos salariés qui leur sembleraient pouvoir aider à cette reconstruction. La famille d'industriels Pinault, qui préside le deuxième groupe mondial dans le secteur du luxe, offre quant à elle 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Autre donateur, Total, son PDG annonce débloquer 100 millions d'euros. De nombreuses cagnottes ont aussi été mises en ligne par des anonymes. Les autorités mettent en garde contre les arnaques et recommandent à ceux qui souhaitent effectuer un don de se rendre directement sur le portail de la Fondation du patrimoine. Il aura fallu près de 9 heures d'opération à haut risque pour sauver cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Un incendie éteint, vous l'avez suivi dans la nuit, au petit matin, aux alentours de 3 heures. L'action et la bravoure des sapeurs-pompiers n'ont pas manqué évidemment d'être salués par tous les badauds qui sont venus admirer la cathédrale et tout autour de ce périmètre de sécurité qui a été mis en place hier. Petite sélection justement de vos messages à leur adresse au micro BFM Paris d'Emmanuel Lebon. De vrais professionnels pour que ce matin qui est tout l'incendie soit et que la structure soit conservée. Voilà, ça c'est très important. Et je pense que les pompiers ont été tout à fait un travail remarquable. Ce sont des gens qui sont toujours à notre service, on le voit bien aujourd'hui encore, heureusement qu'ils sont là. Ils nous ont permis de pouvoir encore faire un effort, un travail fantastique pour notre pays. Et je crois que comme pour moi le symbole de Notre-Dame est aussi important que le symbole de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe, je pense que c'était très important effectivement que les pompiers soient là et qu'ils soient là surtout pour sauver notre patrimoine. Exceptionnel, je les admire énormément. Vous êtes reconnaissante ce matin ? Oui, bien sûr, du travail qu'ils ont fait, bien sûr. Bien sûr, on ne peut qu'être reconnaissant.
Émotion, sidération aussi à la suite de cet incendie, des catholiques bien sûr, mais plus largement de nous parisiens, franciliens. On en parle avec toi Florian Chevalet, reporter BFM Paris en direct depuis le 5e arrondissement. Beaucoup de ces parisiens, de ces franciliens, des touristes aussi viennent voir l'ampleur des dégâts ce soir. Oui, et pour preuve, il est difficile de se déplacer même à pied au niveau des quais hauts, aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris aujourd'hui, tant la foule est compacte, des centaines et des centaines de curieux venus contempler le monument un jour après l'incendie. Parmi ces personnes, j'ai rencontré tout à l'heure Jules. Il est né à Paris, a grandi au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il était extrêmement ému, au bord des larmes. Écoutez-le. C'est notre patrimoine qui s'en va, c'est l'âme de Paris, c'est Notre-Dame, c'est la liberté, c'est le symbole de la France. C'est 850 ans d'histoire qui s'envolent en fumée, c'est l'enfer. C'est effectivement, je suis extrêmement triste. Ce qui est également impressionnant, c'est le nombre de personnes qui viennent ici, téléphone ou appareil photo à la main, pour immortaliser la cathédrale. C'est d'ailleurs la raison de la colère d'Alexis. Il est guide touristique, travaille tous les jours devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hier, il était présent au moment de l'incendie. Il a été véritablement choqué par ces personnes qui, dit-il, se prenaient en photo, en selfie devant la cathédrale. Certains, selon lui, avaient même le sourire. Encore une fois, très choqué. Écoutez-le. Je voyais le Notre-Dame qui brûlait et je voyais des gens en même temps qui prenaient des selfies avec le Notre-Dame en derrière en brûlant. Je ne pouvais pas rester, en fait, je suis rentré chez moi après 20 minutes. C'était pas possible de voir ça et en plus et cette partie un peu égoïste de se dire soi-même je suis parti d'un moment très important de l'histoire. Mais au-delà de la curiosité, je vous rassure, le sentiment qui prédomine, c'est la tristesse, l'émotion. Certains ont d'ailleurs décidé de passer des larmes aux actes. La grande majorité des personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui m'ont promis de faire un don pour bien aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Florian Chevalet, reporter BFM Paris depuis le 5e arrondissement de la capitale. Merci Florian. Une image qui vous a fait réagir tout au long de cette journée. Regardez les panneaux d'affichage de la municipalité. On diffusait toute la journée des tweets de soutien à la suite de ce terrible incident, de cet incendie. On pouvait notamment y lire des propos de plusieurs personnalités, des chefs d'État, de gouvernement aussi, notamment Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui affirme être, je cite, aux côtés du peuple de France dans ce moment de chagrin. Fin de citation. Beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram notamment, de personnalités de tous les secteurs. On va commencer notamment par les sportifs. Ils ont été nombreux à exprimer leur chagrin suite à la destruction partielle de cette cathédrale Notre-Dame. On commence avec le club de Paris, le Paris Saint-Germain, club de football, qui a publié sur Twitter ce message. Image terrible de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'un des plus beaux monuments de notre ville en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. Suivi également de la réaction sur Instagram, cette fois-ci de l'attaquant star Kylian Mbappé, qui lui aussi s'est fendu de son petit message, un petit smiley triste qui pleure avec le drapeau de la France. Une publication qui a été likée, qui a été aimée de nombreuses fois, de nombreux milliers de fois, qui a également été partagée et sur laquelle le footballeur britannique David Beckham a même posé son petit message de soutien également. Autre témoignage du côté du PSG, Neymar Junior qui a publié sur Twitter cette photo, cette image, référence plutôt Disney de son Notre-Dame à lui. On y voit Quasimodo en serrant la cathédrale. Voilà sa référence à lui. Thomas Meunier également, qui joue au Paris Saint-Germain, lui s'est fendu d'une réaction plus concernante, plus catholique, puisqu'il a carrément lui publié un verset de la Bible. Des briques sont tombées, nous pâtirons des pierres de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. C'est un verset de Ésaïe 9-10. Voilà pour cette référence du footballeur parisien qui lui a été ému et qui s'exprime donc au-delà du patrimoine au nom de la communauté catholique. Autre réaction, celle d'un supporter qui lui a suggéré tout simplement au club parisien de changer de logo, peut-être le temps de quelques jours, en hommage à cette cathédrale qui a brûlé. On y
y voit le logo du PSG détourné avec au centre la cathédrale Notre-Dame. Le collectif des ultras de PSG également a publié une photo assez tragique, vous l'avez vu, avec ce panache de fumée et qui donc adjoint la citation, la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur. Le Red Star FC, le club de football de Saint-Ouen, lui aussi a publié une photo dans la pénombre de la cathédrale, privée de sa flèche. On l'a vécu hier, le Red Star qui souhaite remercier les pompiers de Paris. Et dernière publication de sportifs, autre exemple, le Stade Français, les rugbyman eux aussi étaient présents sur les réseaux sociaux pour demander à Notre-Dame de tenir bon. Ils sont très attachés notamment aux cloches des églises, puisque vous le savez, à la fin de chaque match du Stade Français, ce sont les cloches qui marquent la fin des 80 minutes du temps de jeu. Merci Fanny, vous aussi vous pouvez nous envoyer vos photos, vos documents, vos témoignages en utilisant le hashtag BFM Paris ou en utilisant l'application BFM Paris et BFM TV. 18h53, merci d'être avec nous, c'est la suite de notre édition spéciale en direct depuis le cœur de Paris. A tout de suite. Découvrez la météo avec B&B Hôtel.
Vivre ou investir en bord de mer à 2 heures de Paris? Votre future résidence est à Cabourg. Fonta Immobilier vous présente une résidence idéalement située, avenue des Tulipes. À découvrir sans plus attendre, des appartements avec de belles prestations, du 2 au 4 pièces. La résidence Les Cavaliers à Cabourg, réalisée par Fonta Immobilier. Renseignements au 02 14 404 404. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont responsables de la mort d'une femme sur 3, tuant plus que toutes les formes de cancer réunies. Il ne devrait pas en être ainsi. Vous pouvez sauver les femmes de votre vie en leur disant que les maladies cardiovasculaires, c'est le tueur numéro 1. Ne soyez pas indifférente, parlez-en, partagez-le comme si votre vie en dépendait. Car en ce moment même, la vie de quelqu'un est en jeu. Avec votre aide, les maladies cardiovasculaires ne sont pas de taille face à la puissance de la voix des femmes. Écoutez votre cœur et sauvez le cœur des femmes. Connectez-vous sur sauverlecoeurdesfemmes.org. Et dans quelques instants, il sera 19h. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct depuis le 4e arrondissement pour cette édition spéciale Incendie à Notre-Dame. Le jour d'après, il aura fallu près de 9 heures aux pompiers parisiens pour venir à bout du feu qui a ravagé la cathédrale parisienne hier. Plus de 400 soldats du feu déployés. Des conditions d'intervention difficiles. On fait le point dans quelques instants avec nos reporters. Les images de cette cathédrale en feu ont fait, vous l'avez vu, le tour du monde entier. Une partie du plafond s'est écroulée au moment où la flèche est tombée. Les dégâts sont évidemment impressionnants lorsqu'on a cette vue d'ensemble au-dessus de la cathédrale. Tous les détails avec nos experts notamment dans un instant. Un jour après le drame, l'émotion reste vive. La solidarité dans le même temps s'organise. Les images de Notre-Dame calcinée ont laissé les Parisiens, les Franciliens et même les touristes forcément sous le choc. Notre reporter Florian Chevalet sera à leur côté sur les quais à quelques mètres d'ici. Mardi 16 avril et tout au long de cette soirée, nous allons revenir sur ce lendemain de cet incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame ici dans le 4e arrondissement de Paris, juste derrière nous sur cette île de la Cité. Un événement qui touche évidemment le monde entier, mais tout d'abord les Parisiens, évidemment vous aussi, les Franciliens. Nous sommes très émus, très touchés par cette perte qui s'est passée, on le rappelle, ce lundi soir aux alentours de 19h, un peu avant 19h. Un jour après le drame, le feu enfin est désormais éteint, non sans peine et à grand renfort de personnel et de moyens techniques. On fait le point avec toi, Anne-Laure Bance, reporter BFM Paris. Tu es dans le 4e arrondissement. Où en est-on ce mardi ? Eh bien, l'heure est toujours à la surveillance accrue, à la stabilisation et à la sécurisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont le sauvetage, selon le secrétaire d'État Laurent Nunez, s'est joué à 15 minutes près. Preuve de la fragilité de l'édifice. Au moment où je vous parle, les opérations sont en cours pour sécuriser et démonter le pan de la façade nord qui menace de s'effondrer. Cette façade nord qui se situe rue du Cloître et que l'on n'aperçoit pas de là où je me trouve. Une centaine de pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour surveiller de très près cette structure de la cathédrale qui a été très fragilisée et mutilée par cet incendie. Tout au long de la journée, on a pu les voir sur des grues monter et accéder aux 2 tours, arpenter cet édifice pour tenter d'évaluer les dommages ainsi que les zones qui présenteraient encore des risques d'effondrement. En fin de journée, Christophe Castaner est venu sur place pour les saluer et les remercier de leur courage. Pour lui, il existe encore des risques d'effondrement. Des travaux de sécurisation vont durer près de 48 heures. Ce n'est qu'après ce laps de temps que les enquêteurs pourront enfin pénétrer à l'intérieur de l'édifice pour procéder aux premières constatations et prélèvements. Voilà pour les détails d'Anne-Laure Bance depuis le 4e arrondissement de Paris en direct. Tout ça, c'est pour la partie opérationnelle, les travaux qui sont entrepris juste derrière nous ici sur cette cathédrale. Mais en parallèle, une procédure judiciaire est également ouverte. Elle est en cours. Et dans le 17e arrondissement de Paris, on retrouve Raphaël Mahéchon, journaliste police-justice BFM Paris. Raphaël, tu es devant la direction régionale de la police judiciaire. L'enquête s'annonce plutôt compliquée.
Raphaël Maillochon qu'on retrouvera dans quelques instants. Nous sommes ici dans le 4e arrondissement de la capitale et c'est vrai que depuis maintenant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, nous sommes autour de plusieurs dizaines de Parisiens, de Franciliens qui viennent voir ce que nous pouvons toujours admirer de Notre-Dame de Paris. On va parler de l'aspect judiciaire parce que les pompiers sont intervenus évidemment très tôt à la suite de cet incendie, mais Raphaël Maillochon est devant la police judiciaire et va nous parler de l'enquête qui est en cours. On écoute Thomas, on écoute Raphaël. Effectivement, puisque une enquête compliquée qui prendra du temps puisque les relevés, les prélèvements à l'intérieur de Notre-Dame de Paris ne pourront être réalisés qu'une fois que le monument, l'édifice sera structuré, ce qui n'est absolument pas le cas. Cela prendra 24 voire 48 heures ou alors encore plusieurs jours. En tout cas, les auditions, l'enquête a bien commencé. Dès cette nuit, ici au sein de la PJ parisienne, il y a eu une quinzaine d'auditions et aujourd'hui, les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne ont auditionné 12 ouvriers entendus pendant 6h30. Ils sont sortis ce mardi aux alentours de 16h30. Dans le détail, il y avait 11 ouvriers, un conducteur de travaux. Ils ont été auditionnés un par un dans une salle face à un enquêteur. Ces ouvriers ont quitté le chantier hier soir aux alentours de 17h30, soit plus d'une heure avant le début de l'incendie. Des employés qui étaient entendus aujourd'hui et qui avaient pour mission au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris de monter la structure métallique, l'échafaudage. Pour l'heure, vous l'avez dit, la piste privilégiée effectivement est celle d'un départ de feu accidentel au niveau de la toiture de la cathédrale. La thèse a été confirmée en tout cas par le procureur de la République de Paris. Voilà pourquoi une enquête dès hier soir aux alentours de 23h avait été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie, c'est-à-dire que la piste criminelle tout simplement n'est pas retenue. Les détails donc sur cette enquête judiciaire qui est donc en cours, les détails de Raphaël Maillochon. On retrouve tout de suite Thomas Pernet. Bonsoir Thomas. Bonsoir, tu es avec nous, reporter BFM Paris, et tu connais un peu cette cathédrale Notre-Dame. On sait que c'est un chef-d'œuvre et elle est aussi remplie de chefs-d'œuvre. Ça a été l'une des préoccupations premières de ces sapeurs-pompiers qui sont intervenus, qui ont dû sauver beaucoup de monuments, beaucoup de trésors dans ce monument. Est-ce qu'on sait exactement ce qui a pu être sauvé? Est-ce qu'on a un état des lieux déjà de ces dégâts? Commence à avoir des informations, Tanguy, Fanny, depuis, on va dire, le début de la journée. Mais le premier chef-d'œuvre, le premier joyau qui lui a complètement disparu, c'est la charpente. On n'y pense pas, mais cette charpente, c'était un joyau en elle-même. Elle datait du XIIIe siècle en partie, c'est-à-dire des arbres quand même plantés et qui ont grandi dans les années 1180, 1220. Elle a complètement disparu. Cette charpente qu'on surnommait la forêt de Notre-Dame. Il faut savoir que c'était l'une des plus anciennes de France et bien sûr de Paris, longue de 100 mètres de long. Et bien sûr, cette charpente, malheureusement, a disparu. Alors, les autres objets, les autres œuvres, ce sont les vitraux, bien sûr, ce sont les sculptures, les tableaux. Là, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Franck Riester, le ministre de la Culture, a fait un point en milieu de journée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pompiers, dès hier soir, ont commencé à évacuer de nombreux objets, de nombreuses œuvres, et notamment les objets du culte, les objets liturgiques ont pu être sauvés, et notamment des reliques très importantes. Par exemple, la couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est une relique de la Passion qui est très importante à Notre-Dame. C'est une relique, une couronne d'épines qui aurait été posée par les Romains sur la tête du Christ. On y croit pas, c'est un objet de foi. Elle a été sauvée, cette relique, une relique qui est à Paris et en France depuis le XIIIe siècle, à Notre-Dame depuis 1804. La tunique de Saint-Louis ou Louis IX, qui a également été sauvée. Donc ça, c'est bien sûr d'excellentes nouvelles. On avait surtout des inquiétudes pour tous ces objets qui ont été transportés à l'hôtel de ville, qui sont maintenant au Louvre. Mais on a surtout des inquiétudes pour les objets qui n'ont pas pu être déplacés parce que trop lourds ou alors faisant partie intégrante du monument. On pense aux orgues. À Notre-Dame de Paris, il y a 3 orgues. Le grand orgue notamment. Alors lui se trouve sous la rosace nord. On a vraiment craint pour lui parce que cette rosace a été copieusement arrosée. Il a été protégé des eaux parce que vous savez que l'eau peut être aussi dommageable que la pierre pour des œuvres d'art ou des œuvres comme celle-ci. Il a été protégé aussi bien de l'eau que du feu. Seules les cendres l'auraient partiellement endommagé. Il n'a pas fondu non plus. On a craint un instant que, constitué de cuivre et d'étain, ces tuyaux ne puissent fondre à partir de 350 degrés. Il est intact. Par contre,
un autre orgue plus petit, l'orgue du cœur, qui sert lui quotidiennement pratiquement pour les offices, et lui a été copieusement arrosé, donc il faut voir son état. Il y a les vitraux également du XIIIe siècle, les rosaces sont tenues, elles sont intactes, des vitraux ont été endommagés mais ceux du XIXe, donc des vitraux plus récents, et puis on ne le sait pas mais il y a aussi énormément de tableaux, on appelle ça les mets, ce sont une cinquantaine de tableaux de grand format qui datent du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui ont été offerts chaque année à la cathédrale par la Corporation des Orfèvres. Ces tableaux auraient été protégés par les sapeurs-pompiers dès hier soir, protégés là encore de l'eau. Ils seront, selon le ministre de la Culture, déplacés, décrochés dès vendredi pour rejoindre là aussi le musée du Louvre. Et ce sera à ce moment-là l'endroit et le lieu où les restaurateurs pourront faire un état des lieux et voir s'il y a des restaurations d'urgence à réaliser dès les prochains jours. Merci Thomas. Thomas Pernet, reporter BFM Paris pour Bonsoir Paris. Nous sommes toujours en direct ici depuis le 4e arrondissement de la capitale. Les pompiers, Thomas l'a rappelé il y a encore quelques secondes, se sont mobilisés pour sauver Notre-Dame de Paris. Après la sécurisation de l'édifice, il va falloir reconstruire et cela va prendre du temps et la solidarité se met déjà en place. Magali Chalet pour Bonsoir Paris. Pour restaurer Notre-Dame de Paris, joyau du patrimoine français, chacun se mobilise. La cathédrale encore en feu cette nuit, Anne Hidalgo annonçait déjà une contribution de 50 millions d'euros de la ville. Et pour inciter aux dons, elle propose une grande conférence qui réunira les mécènes du monde entier pour lever les fonds nécessaires. L'urgence, c'est d'abord de canaliser et d'organiser la collecte de fonds. C'est valable en France, mais c'est valable aussi à l'international. Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale allait être lancée. De son côté, la présidente de la région annonce débloquer une aide d'urgence de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros d'aide d'urgence, de façon à ce que les travaux les plus urgents, ceux de confortement qui ont été mentionnés par les pompiers, puissent être réalisés très rapidement par le diocèse de Paris. C'est une avance évidemment de trésorerie que la région fait dans le cadre des aides qu'elle donne chaque année au patrimoine et aux églises. Les deux plus grandes fortunes de France vont aussi mettre la main au portefeuille et offrir 300 millions d'euros pour réparer Notre-Dame. Le groupe LVMH, numéro 1 mondial du luxe, et la famille Arnault annoncent le versement d'une enveloppe de 200 millions d'euros. Dans notre groupe, nous avons certains savoir-faire, en particulier créatifs, architecturaux, financiers, évidemment aussi pour la conservation d'œuvres d'art à travers la Fondation Louis Vuitton. Donc nous mettons à disposition des parties prenantes de cette reconstruction tous nos salariés qui leur sembleraient pouvoir aider à cette reconstruction. La famille d'industriels Pinault, qui préside le 2e groupe mondial dans le secteur du luxe, offre quant à elle 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Autre donateur, Total, son PDG annonce débloquer 100 millions d'euros. De nombreuses cagnottes ont aussi été mises en ligne par des anonymes. Les autorités mettent en garde contre les arnaques et recommandent à ceux qui souhaitent effectuer un don de se rendre directement sur le portail de la Fondation du patrimoine. Et cette solidarité, évidemment, elle se manifeste à la suite de l'émotion, de la sidération ressentie par de nombreuses personnes, notamment des catholiques, mais plus largement aussi les Parisiens, vous, les Franciliens. On en parle avec toi, Florian Chevalet. Tu es dans le 5e arrondissement de Paris, au niveau du quai de Montebello, et tu es justement aux côtés de ces personnes qui sont venues voir l'ampleur des dégâts. Exactement, vous les voyez sur ces images, de nombreuses personnes ici sur les quais bas. C'est encore plus impressionnant au niveau des quais hauts, juste au-dessus de ma tête, où il est même difficile de se déplacer à pied, tant il y a du monde. Alors on se trouve juste en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ici, la vue est imprenable. C'est la raison pour laquelle, comme cette dame devant moi, eh bien, nombreux sont ces curieux qui viennent, téléphone à la main, pour immortaliser le monument. Parmi ces personnes, j'ai rencontré tout à l'heure Jules. Il est né à Paris, a grandi au pied de la cathédrale Notre-Dame. Il était très ému, au bord des larmes. Je vous propose justement de l'écouter. C'est l'âme de Paris, c'est Notre-Dame, c'est la liberté, c'est le symbole de la France. C'est 850 ans d'histoire qui s'envolent en fumée, c'est l'enfer. C'est effectivement, je suis extrêmement triste.
Ce qui est également très impressionnant, ce sont ces images. Regardez, ces curieux qui, téléphone à la main ou appareil photo, viennent immortaliser le monument un jour après l'incendie. C'est d'ailleurs la raison de la colère d'Alexis. Il est guide touristique, il travaille devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il était présent hier au moment de l'incendie. Il explique avoir été très choqué par le nombre de personnes qui se prenaient en photo, en selfie devant le monument en flammes. Je vous propose de l'écouter. Je voyais le Notre-Dame qui brûlait et je voyais des gens en même temps qui prenaient des selfies avec elle, avec le Notre-Dame en derrière en brûlant. Je ne pouvais pas rester, en fait, je suis rentré chez moi après 20 minutes. C'était pas possible de voir ça et en plus et cette partie un peu égoïste de se dire soi-même je suis parti d'un moment très important de l'histoire. Alors au-delà de la curiosité, les sentiments qui prédominent aujourd'hui, l'émotion, la tristesse. Certains ont d'ailleurs décidé de passer des larmes aux actes. L'immense majorité des personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui m'expliquent vouloir faire un don pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les détails, les dernières informations de Florian Chevalet, reporter BFM Paris depuis le 5e arrondissement de la capitale. Nous sommes toujours ici en direct depuis le 4e arrondissement de la capitale avec Samuel Liven. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur de la rédaction de Pèlerin. Nous sommes à 24 heures donc du début de ce drame ici et beaucoup de réactions du monde entier. Énormément de chefs d'État ont pris la parole sur les réseaux sociaux mais aussi dans des canaux beaucoup plus traditionnels. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne? Non, pas forcément. Il faut dire que Notre-Dame, c'est pas uniquement la chose des catholiques parisiens, ni seulement des catholiques français, c'est un symbole mondial. On l'a vu ici, c'est vrai, c'est un symbole de l'Europe, c'est un symbole de sa culture, de ses racines, de son histoire. Et donc c'est vrai que la mobilisation a été très large à l'échelle mondiale. Et en un sens, oui, ça peut sembler surprenant. Fallait-il que Notre-Dame brûle pour qu'on se rende compte de l'importance qu'elle a pour tous les Parisiens et pour le monde entier? Qu'est-ce que vous disent les personnes que vous avez pu rencontrer depuis cet incendie? Comment est-ce que vous avez traité au sein de votre hebdomadaire cette actualité? C'est d'abord une grande incrédulité. C'est vrai que beaucoup de gens n'imaginaient pas avoir un jour à devoir contempler ce spectacle d'hier. Je me souviens notamment, j'ai rencontré une vieille dame hier, j'étais sur les quais, qui me disait mon père a combattu ici pour la libération et je n'imaginais pas moi devoir effectivement assister à l'embrasement de Notre-Dame alors que les deux guerres mondiales l'ont laissé finalement tranquille. Et c'est vrai que voilà, je trouve que ce soir, après l'incrédulité d'hier, on commence enfin à réaliser. C'est vrai que ce profil de Notre-Dame que tous les Parisiens et que que finalement les gens qui sont un jour venus à Paris ont au fond du cœur, a partiellement disparu du paysage. L'essentiel évidemment est sauvé, mais voilà, c'est l'état de choc et maintenant les gens réalisent peu à peu. Les gens qui réalisent petit à petit, mais en début de soirée, il y a toujours ces centaines de personnes, beaucoup de Parisiens, de Franciliens qui, après le travail, prennent la direction du centre de Paris pour venir voir, admirer aussi ce qu'il reste malheureusement de cet édifice. Là, on n'est plus dans de l'administratif, on n'est plus dans quelque chose entre chefs d'État. On est pour des Parisiens, des Franciliens qui vont voir quelque chose qui accompagne leur vie. C'est Notre-Dame au fond, c'est Notre-Dame, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, c'est notre mère à tous. Au fond, il n'y a pas que les Marseillais. C'est vrai que je crois que ça n'a jamais été au fond officiel ou administratif. Déjà hier, on le voyait. Il y a ce besoin de venir se rendre compte que Notre-Dame est toujours là. Ces deux tours sont toujours là. Certes, cette flèche qui a été magnifiée par les poètes, les écrivains, le cinéma, a disparu temporairement. On verra quels seront les choix de restauration qui seront faits. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette envie d'aller palper avec les yeux le fait que Notre-Dame est toujours là. Et puis aussi ce mot d'espérance qu'on n'entend pas seulement dans la bouche des chrétiens, mais cette envie de reconstruire, qui est très présente chez tout le monde. Il y a cette envie au fond tout le monde s'est rendu compte au fond de ce que pouvait signifier ce monument qui n'est pas qu'un monument de pierre, qui a une signification profonde venue du fond des âges. Et hier et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit autour de nous,
en provoquant cette communion de ces gens qui sont ici, recueillis, calmes, contemplant Notre-Dame qui est au fond toujours là, finalement c'est là qu'elle exprime le mieux le sens qu'elle a, c'est-à-dire créer de la communion entre les hommes. Et qu'on soit croyant ou non croyant, je crois qu'on ne peut qu'être sensible à cette dimension. Une émotion donc partagée par tous, par toutes les personnes, non seulement les Parisiens, les Franciliens, mais aussi les gens venus du monde entier pour admirer ce monument aussi touristique de la capitale parisienne, mais également une destruction qui a touché un monument catholique, un monument chrétien qui touche ces personnes en pleine période de Semaine Sainte, à la veille des festivités de Pâques. Comment est-ce que cette communauté vit ce choc à double titre peut-être? Alors elle le vit d'autant plus fort, vous l'avez bien dit, que c'est le début de la Semaine Sainte. Alors qu'est-ce que c'est que la Semaine Sainte? C'est ces quelques jours qui progressent vers Pâques, où les chrétiens se commémorent la mort du Christ et sa résurrection 3 jours après. Et là vraiment, quelle puissante métaphore que cette cathédrale qui s'embrase sous les yeux du monde entier. C'est aussi pour cette communauté une manière de, surtout après des mois qui ont été aussi très difficiles pour l'Église qui traverse une crise énorme, on le sait, avec les scandales d'abus sexuels, ses dysfonctionnements jusqu'au sommet, le pays lui-même qui ne va pas bien. Il y avait normalement un discours présidentiel prévu et là on a ce symbole national. On le sait, c'est le cœur de Paris, c'est là aussi d'où finalement part la géographie française, c'est le point de référence, c'est aussi le point où se relie le ciel et la terre. C'était cette flèche qui est tombée hier. Eh bien il a fallu que ce symbole-là s'embrase pour que cette thématique de la résurrection devienne finalement très concrète aux yeux de tous. Les catholiques qui souhaitent le manifester et puis finalement tous les autres, qu'ils soient croyants ou non, qui le palpent concrètement ce que ça veut dire. Désormais, très rapidement, ça va être le temps de la reconstruction, ces prochains mois, ces prochaines années. Là aussi, il va falloir réfléchir à comment on va reconstruire cet édifice, cette Notre-Dame de Paris. Alors ça, c'est vrai que ça prendra énormément de temps. Alors énormément de temps, en même temps, tout dépendra aussi des choix techniques qui seront faits. Est-ce qu'on veut reconstruire exactement à l'identique? Qu'est-ce que ça veut dire que construire à l'identique? La flèche qui est tombée hier, on le sait, était du 19e siècle. Finalement, c'était un élément, un ajout tardif sur une structure essentiellement du 13e siècle, mais qui elle-même avait connu de nombreux remaniements. Alors reconstruire, est-ce que ça veut dire ressembler au 13e siècle, ça veut dire copier le 19e, ou finalement esquisser un geste qui sera du 21e siècle? Là, des choix importants doivent être faits. Merci Samuel Yeven pour ces indications. Vous êtes le directeur, on le rappelle, de la rédaction de l'hebdomadaire Pèlerin. Merci. On va poursuivre avec ces manifestations aussi d'émotions qui ont été manifestées à l'égard de ces soldats du feu, de ces héros, on peut le dire, qui ont réussi après 9 heures quasiment de bataille à dompter ce feu qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame. Vous avez été très nombreux à les suivre sur leur parcours ici aux abords de l'île de la Cité, dans les arrondissements limitrophes, dans les rues qui y sont adjacentes, et vous avez souhaité les remercier encore à l'antenne de Bonsoir Paris. On vous écoute au micro BFM Paris d'Emmanuel Lebon. De vrais professionnels pour que ce matin qui est tout l'incendie soit et que la structure soit conservée. Voilà, ça c'est très important. Et je pense que les pompiers ont été tout à fait un travail remarquable. Ce sont des gens qui sont toujours à notre service, on le voit bien aujourd'hui encore, heureusement qu'ils sont là. Ils nous ont permis de pouvoir encore faire un effort, un travail fantastique pour notre pays. Et je crois que comme pour moi le symbole de Notre-Dame est aussi important que le symbole de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe, je pense que c'était très important effectivement que les pompiers soient là et qu'ils soient là surtout pour sauver notre patrimoine. Exceptionnel, je les admire énormément. Vous êtes reconnaissante ce matin? Oui, bien sûr, du travail qu'ils ont fait, bien sûr. Bien sûr, on ne peut qu'être reconnaissant. Voilà pour ces paroles de Parisiens, de Franciliens captées tout au long de cette journée par Emmanuel Lebon pour Bonsoir Paris. Une image qui vous a fait réagir, regardez ces panneaux d'affichage de la mairie de Paris qui ont diffusé toute la journée des tweets de soutien à la suite de ce terrible incendie. On pouvait y lire des propos de plusieurs personnalités, chefs d'État et de gouvernement, notamment Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui affirme, ce sont ses mots, être aux côtés du peuple de France dans ce moment de chagrin. Fin de citation. Incendie de Notre-Dame, un jour après, c'est la thématique
de cette soirée spéciale, cette édition spéciale sur l'antenne de Bonsoir Paris. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet ainsi que le reste de l'actualité francilienne. C'est le site bfmparis.com. Des informations retrouvées également en temps réel, actualisées sur notre application mobile BFM Paris. Elle est disponible gratuitement sur tous les stores. On se retrouve dans quelques minutes. « 94% des habitants de la métropole du Grand Paris pensent que la pollution de l'air est un enjeu de santé majeur. C'est le cas de cette mère de famille qui s'inquiète de la qualité de l'air dans sa ville. On a envie d'offrir à nos enfants le meilleur. Le fait d'avoir des zones à faible émission autour de chez nous, évidemment, ça aurait un impact positif, je crois, sur la qualité de l'air qu'on respire. 75% des habitants de la métropole sont prêts à changer leurs habitudes et à vivre dans une zone à faible émission, appelée aussi ZFE. Il y a plus de 6000 morts prématurées par an à cause de la pollution atmosphérique. Ces morts prématurées, probablement, peuvent être considérablement diminuées si on est capable de diminuer la pollution. C'est aussi simple que ça. La mise en place de cette zone se fait par étapes selon un calendrier précis. Aujourd'hui, les Franciliens ont une vignette critère qui détermine le degré de pollution de leur véhicule qui pourra circuler ou non dans 79 communes situées dans le périmètre de l'A86. Au mois de juillet, on lance le dispositif. Seront interdits à la circulation les véhicules diesel les plus anciens, les plus polluants. Globalement, c'est ceux qui ont été immatriculés il y a 17 à 21 ans. Voilà, donc ce sont de très vieux véhicules. Ces véhicules polluants seront exclus de la ZFE du lundi au vendredi de 8h à 20h. Les poids lourds, eux, sont interdits 7 jours sur 7. La zone à faible émission doit être validée par une large consultation citoyenne d'avril à mai. Ce travail a déjà commencé à Vincennes, dans le Val-de-Marne, une ville favorable à la ZFE. Tout un tas de questions qui nécessitent encore de discuter beaucoup avec les populations, déjà pour leur expliquer concrètement ce que c'est qu'une ZFE. Comment allons-nous pouvoir être compensés, j'allais dire, en termes financiers, si nous avons une voiture qui est de critère 5. Nous devons prendre, je pense, le temps de ce dialogue et ensuite le temps de la pédagogie. La métropole du Grand Paris accompagne progressivement le grand public dans cette transition écologique, la prévention avant la sanction. Les premiers PV pour sanctionner ceux qui entreront dans la zone à faible émission ne seront mis que fin 2021 pour que ce soit une écologie acceptée, concertée et non pas une écologie imposée. La métropole soutient le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules propres. Jusqu'à 5 000 € d'aide pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, électrique, hybride ou avec un moteur à hydrogène. D'autres mesures sont à l'étude. Pour certaines familles à revenus modestes, le reste à charge demeure extrêmement important. Ceux qui ont le moins accès au crédit, en quelque sorte, c'est ceux-là qu'il faut qu'on puisse sécuriser, sinon aucune banque ne leur prêtera. Donc il faut un prêt à taux zéro garanti par l'État. L'objectif, 100% de véhicules propres d'ici 2030 dans la ZFE. La métropole du Grand Paris rejoindra alors les autres mégalopoles européennes comme Londres et Bruxelles, soucieuses de l'environnement et de la qualité de l'air. C'est la première fois en Europe que les ZFE aussi importantes est créée sur 5 millions d'habitants. Voilà pourquoi nous engageons dans cette affaire avec détermination, parce qu'on a le sentiment d'être dans une opération historique. Rapprochez-vous de votre mairie et participez à la consultation pour l'interdiction des véhicules les plus polluants jusqu'au 7 mai prochain. Aussi, bonjour. Nathalie, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Breteuil Immobilier. Vous êtes aujourd'hui à la tête de 11 agences à Paris, 2 agences à Londres, 3 sur la côte ouest. Sur quoi repose le concept de Breteuil? Lorsque j'ai fondé ma première agence, il y a 20 ans, dans le 7e, j'avais un objectif fort. Proposer à mes clients un service de qualité irréprochable. Et je me suis rendu compte que pour proposer un service de qualité, il fallait connaître parfaitement le quartier. On ne vend bien
que ce que l'on connaît bien. J'ai donc constitué des équipes en fonction de la connaissance qu'ils avaient du quartier. Qu'est-ce qui distingue Breteuil des autres agences immobilières? Breteuil Immobilier est un groupe familial. Dès le début, nous avons décidé de salarier nos collaborateurs. Ils s'inscrivent dans la durée. Ils sont fidèles à la marque et nous évitons ainsi l'esprit mercenaire qui va à l'encontre du service sur mesure que je veux apporter. Nos collaborateurs ainsi accompagnent tout au long de leur vie et de leur projet immobilier notre clientèle. Vous avez également ouvert des agences à Londres, vous avez un projet à New York. En quoi cette étape-là, elle est importante pour vous? C'est une façon de renouer avec mon histoire personnelle parce que j'ai été expatriée de nombreuses années. D'ailleurs, nous sommes le seul groupe français à avoir implanté 2 agences à Londres, ce qui nous permet d'accompagner les familles de Paris à Londres et de Londres à Paris. L'ouverture d'une nouvelle agence à New York est imminente. Nous avons d'ailleurs d'autres projets d'ouverture en France, mais aussi en Europe. Merci Marianne. Merci Nathalie. RMC. Gagnez tous les jours les 1000 € RMC dans les grandes gueules à 9h15 et dans le Super Moscato Show à 16h15. RMC, c'est là que ça se passe. Les plus grandes émotions naissent ici. Vibrez pour les quarts de finale de l'UEFA Champions League sans engagement sur la chaîne RMC Sport à 9 € par mois avec la fibre de SFR ou 19 € par mois. Abonnez-vous sur rmcsport.tv ou appelez le 1055. BFM Paris, c'est la première chaîne d'information en continu pour Paris et pour l'Île-de-France. Chaque jour, 24 heures sur 24, toute l'actualité, la météo, la circulation, les transports et la vie parisienne. Culture, sorties, tendances. Paris Info, Paris Service, Paris Plaisir. BFM Paris, votre nouvelle chaîne. Instant, il sera à 19h30. Vous regardez BFM Paris, édition spéciale aujourd'hui dans Bonsoir Paris. L'incendie de Notre-Dame le jour d'après. Il aura fallu près de 9 heures aux sapeurs-pompiers pour réussir à venir à bout de ces flammes qui ont embrasé la cathédrale parisienne. C'était hier, plus de 400 soldats mobilisés dans des conditions très difficiles. On en parle dans un instant, notamment avec notre reporter Anne-Laure Bance. Et les images de la cathédrale en feu ont fait le tour du monde. Ces dernières heures, une partie du plafond s'est écroulée quand la flèche est tombée. Les dégâts sont impressionnants. Vous allez voir notamment lorsqu'on a une vue d'ensemble sur l'édifice. Les détails avec nos experts, nos invités dans quelques minutes. Et puis un jour après le drame, l'émotion est toujours vive. La solidarité s'organise également. Les images de Notre-Dame calcinée ont ému beaucoup de Parisiens, de Franciliens, mais aussi de touristes venus du monde entier. Notre reporter Florian Chevalet est à leur côté dans le 5e arrondissement, un peu plus bas sur le quai de Montebello. On le rejoindra dans un instant. Vous regardez Bonsoir Paris sur BFM Paris, cette édition spéciale, cette prise d'antenne exceptionnelle à la suite de cet incendie la nuit dernière, ici en plein cœur de Paris, cet incendie qui a détruit partiellement Notre-Dame de Paris, un événement qui touche évidemment le monde entier, on l'a vu il y a tout juste quelques instants, mais aussi et surtout nous Parisiens et Franciliens. Nous sommes tous très émus, très touchés, très sensibles sur ce qu'il s'est passé ce lundi soir. Et un jour après le drame, le feu est enfin éteint, cela a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à ces centaines de soldats du feu qui ont dû déployer également beaucoup de moyens techniques. On fait justement le point avec toi, Anne-Laure Bance, reporter à BFM Paris. Tu es dans le 4e arrondissement de Paris, tout près de la cathédrale. Où est-ce qu'on en est ce mardi ? Eh
bien, l'heure est toujours à la surveillance accrue et à l'évaluation de la stabilité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont le sauvetage, selon le secrétaire d'État Laurent Nunez, s'est joué à 15 minutes près. Preuve de la fragilité du monument, au moment où je vous parle, des opérations sont en cours pour démonter un pan de la façade nord qui se situe du côté de la rue du Cloître. Ce pan menace de s'effondrer. Une centaine de pompiers est toujours sur place à pied d'œuvre pour surveiller de très très près la structure de la cathédrale qui a profondément été mutilée et fragilisée lors de ce violent incendie hier soir. Alors tout au long de la journée et encore à l'heure actuelle, on peut les voir. Vous apercevez peut-être au loin une grue qui fait face aux deux tours. Sur cette grue, des pompiers qui montent sur l'édifice et qui l'ont arpenté tout au long de la journée avec des experts et des architectes pour tenter d'évaluer les dommages de cet incendie ainsi que de voir si des zones présentaient encore des risques d'effondrement. Ces pompiers qui ont donc travaillé d'arrache-pied depuis le déclenchement de l'incendie hier. Christophe Castaner, en fin de journée, est venu sur place pour les saluer et les remercier pour le travail qu'ils ont accompli et qui ont permis de sauver en partie cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vous propose de l'écouter. Pour lui, les risques liés à la structure sont toujours présents. Les risques existent encore sur la structure. Elle fait l'objet d'une surveillance en permanence parce qu'elle peut encore bouger. Il va nous falloir attendre 48 heures pour que nos services puissent intervenir, préserver l'ensemble des œuvres qui ont besoin d'être préservées. Nous n'allons pas les exposer, les mettre en sécurité. Donc 48 heures de vigilance très attentive. Mais vous doutez bien que le temps de l'observation et de la reconstruction prendra énormément de jours, de mois, et nous serons au chevet de la cathédrale. Des travaux de sécurisation qui vont durer encore 48 heures. Ce n'est qu'après ce laps de temps que les enquêteurs pourront enfin pénétrer à l'intérieur de l'édifice pour procéder aux premières constatations et prélèvements afin de tenter de comprendre comment cet incendie a pu se déclencher. Les détails, les dernières informations d'Anne-Laure Bance, reporter BFM Paris, dans le cadre de cette édition spéciale ce soir. Une procédure judiciaire, donc on l'a vu avec Anne-Laure, qui est d'ores et déjà en cours. Dans le 17e arrondissement de Paris, on retrouve Raphaël Maillechon, spécialiste police-justice ici à BFM Paris. Tu es devant la direction régionale de la police judiciaire et l'enquête s'annonce compliquée, Raphaël. Effectivement, puisque une enquête compliquée qui prendra du temps, puisque les relevés, les prélèvements à l'intérieur de Notre-Dame de Paris ne pourront être réalisés qu'une fois que le monument, l'édifice sera structuré, ce qui n'est absolument pas le cas. Cela prendra 24 voire 48 heures ou alors encore plusieurs jours. En tout cas, les auditions, l'enquête a bien commencé dès cette nuit ici au sein de la PJ parisienne. Il y a eu une quinzaine d'auditions et aujourd'hui, les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne ont auditionné 12 ouvriers entendus pendant 6h30. Ils sont sortis ce mardi aux alentours de 16h30. Dans le détail, il y avait 11 ouvriers, un conducteur de travaux. Ils ont été auditionnés un par un dans une salle face à un enquêteur. Ces ouvriers ont quitté le chantier hier soir aux alentours de 17h30, soit plus d'une heure avant le début de l'incendie. Des employés qui étaient entendus aujourd'hui et qui avaient pour mission au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris de monter la structure métallique, l'échafaudage. Pour l'heure, vous l'avez dit, la piste privilégiée effectivement est celle d'un départ de feu accidentel au niveau de la toiture de la cathédrale. La thèse a été confirmée en tout cas par le procureur de la République de Paris. Voilà pourquoi une enquête dès hier soir aux alentours de 23h avait été ouverte par le parquet de Paris pour destruction involontaire par incendie, c'est-à-dire que la piste criminelle tout simplement n'est pas retenue. Voilà pour l'enquête donc qui est en cours, nous l'a rappelé Raphaël Maillechon. Autre conséquence également de ce terrible drame, de cet incendie, ce sont ces plusieurs centaines de Parisiens qui ont dû être évacués de chez eux. Les autorités en effet ce lundi ont demandé à des habitants de cette île de la Cité de quitter leur logement et ce pour un temps encore indéfini. Les détails, William Mel avec Laura Tapiro et Julie Piret. Jean-Baptiste a fait ses valises, les autorités lui ont demandé d'évacuer son logement. On a pris nos affaires parce qu'on ne sait pas combien de temps on va devoir évacuer l'appartement.
parce que visiblement le périmètre a besoin d'être sécurisé et nous on est à 2 portes des tours de Notre-Dame. C'est la galère, mais bon, on comprend, hein. Là c'est la sécurité des gens qui est en jeu. Donc... Nous sommes dans la rue d'Arcole, située à quelques mètres seulement de la cathédrale. Depuis hier, la police demande aux habitants de quitter le quartier. Mais problème, les riverains ne savent pas vraiment quoi faire. C'est le cas de Jean-Claude, il est venu de banlieue pour aider sa mère à évacuer. Pas de nouvelles, on ne sait pas. Ordre, contre-ordre, ordre, contre-ordre. Nous attendons. La valise est prête. Je l'emmène avec moi en banlieue. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas. C'est compliqué. Dites à une personne de presque 90 ans, il faut quitter son domicile, il faut partir. Certains partent quand d'autres reviennent. Maxence lui a pu retrouver ce matin son appartement avec ses enfants. Un soulagement pour ce père de famille. Hier, on a été évacués dans l'urgence. Les enfants étaient en pyjama. Eh bien, nous sommes revenus ce matin. Et puis là, il y a eu l'idée qu'on devait évacuer. Donc, on a fait les valises à toute vitesse. Et puis, finalement, on nous dit que nous pouvons rester. Donc, on préfère quand même cela. Après le choc de l'incendie, les habitants doivent donc gérer ce désordre et ce manque de communication. Les riverains évacués ne savent pas quand ils pourront réintégrer leur logement, ce soir, demain ou dans les prochains jours. L'incendie de Notre-Dame de Paris a pris en pleine semaine sainte, avant les festivités de Pâques. Une période particulièrement importante pour les catholiques. Les offices devaient se tenir en effet à l'intérieur même de Notre-Dame de Paris. Conséquence de sa destruction partielle, les messes de la semaine se dérouleront entre les églises Saint-Eustache, c'est dans le 1er arrondissement, et Saint-Sulpice dans le 6e. Dans quelles conditions? Écoutez les détails à notre micro du Père Lacroix, curé de l'église Saint-Sulpice. Les principaux événements de la semaine sainte auront lieu à Saint-Sulpice pour les événements qui auraient dû avoir lieu à Notre-Dame. Le principal événement, c'est ce qu'on appelle la messe chrismale. Elle aura lieu demain à 18h30, l'heure qui était prévue à Notre-Dame de Paris. Ensuite, les cérémonies traditionnelles du jeudi saint, du vendredi saint, de la nuit de Pâques, auront lieu à Saint-Sulpice comme c'était prévu, mais ce sera l'archevêque qui viendra les présider. Le cardinal Lustiger a dit un jour qu'il était venu comme cela. Saint-Sulpice, c'est la cathédrale du cœur, c'est une belle phrase. Mais bien sûr, Saint-Sulpice n'est pas la solution. Il y a d'autres églises qui ont leur rôle à jouer. Tout près de Notre-Dame, il y a Saint-Gervais. La grande église Saint-Eustache, dès dimanche prochain, va servir. D'autres lieux vont certainement être mis à contribution. Notre invité ce soir dans Bonsoir Paris, c'est Samuel Liven. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de Pèlerin. On parlait il y a quelques instants sur cet incendie, qui s'est déclaré donc il y a 24 heures. On aimerait maintenant parler avec vous de la reconstruction de cet édifice religieux. Et alors il y a un petit débat en ce moment sur savoir quel style donner à Notre-Dame de Paris ces prochaines années. Quel est votre avis à vous ? C'est vrai que c'est un grand classique de la restauration. Est-ce qu'il faut coller aux gestes d'origine? On sait que Notre-Dame de Paris a été construite sur plus de 80 ans pour l'essentiel de l'édifice, entre la fin du XIIe et le milieu du XIIIe siècle. Puis elle a été remaniée un certain nombre de fois au cours de sa longue histoire, en particulier par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle. C'est à lui qu'on devait cette flèche qui s'est écroulée hier au milieu des flammes, qui était au fond un geste tardif dans l'histoire de Notre-Dame. Et puis aujourd'hui va se poser la question de est-ce qu'on essaie de coller à l'origine du XIIIe siècle, est-ce qu'on veut ressembler au XIXe ou est-ce qu'on va oser un geste qui soit davantage du XXIe siècle. Au niveau des matériaux aussi, on est aujourd'hui parfaitement en mesure de reproduire la technique médiévale de construction. Simplement, est-ce que on va prendre le temps que prenaient nos aïeux, c'est-à-dire plusieurs siècles pour, par exemple, produire et laisser mariner dans l'eau de mer ces chênes qui ont servi à construire la charpente? Ce n'est pas sûr. Donc voilà, tout va se jouer dans les prochaines années. Aujourd'hui, on a beaucoup d'argent sur la table, des moyens techniques d'aller très vite. Maintenant, tout va dépendre un peu des choix qui seront faits. Et ces choix, qui en prendra la décision? Qui pourra arbitrer justement sur l'architecture, sur le style à donner à cette prochaine Notre-Dame de Paris? Alors ce sont les spécialistes du patrimoine. Il faut savoir qu'une cathédrale, en vertu de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, appartient à l'État. Donc il revient au ministère de la Culture de dépêcher ces spécialistes qui vont eux-mêmes trancher. L'argent privé est là pour aider à la reconstruction, mais c'est pas ceux qui donnent l'argent qui vont évidemment décider de comment on restaure Notre-Dame de Paris. Donc c'est une affaire aujourd'hui de spécialistes, et
et ça prendra le temps que ça prendra. Aujourd'hui, il y a peu d'experts qui s'aventurent quand même à dire combien de temps nous aurons besoin pour rebâtir Notre-Dame. On en a entendu certains comme Stéphane Bern par exemple déplorant que peut-être de son vivant, ce défenseur du patrimoine, que de son vivant il ne reverrait plus Notre-Dame. C'est peut-être exagéré, ça ne prendra pas des décennies. On a la possibilité de le faire entre 5 et 10 ans, ce sont les chiffres que j'ai entendus. Une dernière question très rapide, l'appel aux dons aux Français, il y a énormément d'argent sur la table depuis 24 heures. Est-ce que les Français doivent continuer à donner? Est-ce que les architectes, en tout cas le ministère, va avoir besoin de cet argent pour reconstruire? Alors, il faut savoir qu'on arrive déjà à une belle somme. En une journée, c'est à peu près 700 millions d'euros, si on compte les grands industriels aujourd'hui qui ont déjà mis de l'argent sur la table. Il faut savoir que le budget du patrimoine annuel du ministère de la Culture, c'est 350 millions. C'est la moitié, simplement la moitié de ce qui a déjà été mis sur la table. Donc c'est beaucoup d'argent et c'est bien. Il faut reconstruire Notre-Dame. En plus, on sait que des fonds vont affluer de partout dans le monde. C'est dire le rayonnement, la symbolique de cet édifice qui est pas seulement le cœur de Paris et de la France, mais voilà, qui rayonne au niveau mondial. Cela dit, il ne faudrait pas que Notre-Dame cache toutes les autres églises et le reste du patrimoine. Il y a à peu près 45 000 églises en France, parmi lesquelles énormément de joyaux architecturaux qui sont dans un très mauvais état. Et donc, il serait regrettable que Notre-Dame, à elle seule, au fond, assèche, capte l'intégralité des fonds, que ce soit plutôt une occasion de rappeler à des Français dont on sait qu'ils sont très attachés à leur patrimoine, que le patrimoine il est partout et qu'aujourd'hui beaucoup d'édifices, des églises et d'autres aussi ont besoin de fonds pour pouvoir être restaurés. Samuel Yéven, merci. On le rappelle, vous êtes directeur de l'édition de l'hebdomadaire Pèlerin. On va justement parler de cette générosité qui s'est énormément manifestée. On l'a dit, des centaines de millions d'euros promis par de grands industriels français notamment, mais aussi vous, Parisiens, Franciliens, touristes également. Un grand élan de solidarité s'est manifesté ces dernières heures. Tout le monde veut participer. La solidarité qui se met en place après cet incendie, on en parle avec Magali Chalet pour BFM Paris. Pour restaurer Notre-Dame de Paris, joyau du patrimoine français, chacun se mobilise. La cathédrale encore en feu cette nuit, Anne Hidalgo annonçait déjà une contribution de 50 millions d'euros de la ville. Et pour inciter aux dons, elle propose une grande conférence qui réunira les mécènes du monde entier pour lever les fonds nécessaires. L'urgence, c'est d'abord de canaliser et d'organiser la collecte de fonds. C'est valable en France, mais c'est valable aussi à l'international. Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale allait être lancée. De son côté, la présidente de la région annonce débloquer une aide d'urgence de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros d'aide d'urgence, de façon à ce que les travaux les plus urgents, ceux de confortement qui ont été mentionnés par les pompiers, puissent être réalisés très rapidement par le diocèse de Paris. C'est une avance évidemment de trésorerie que la région fait dans le cadre des aides qu'elle donne chaque année au patrimoine et aux églises. Les deux plus grandes fortunes de France vont aussi mettre la main au portefeuille et offrir 300 millions d'euros pour réparer Notre-Dame. Le groupe LVMH, numéro 1 mondial du luxe, et la famille Arnault annoncent le versement d'une enveloppe de 200 millions d'euros. Dans notre groupe, nous avons certains savoir-faire, en particulier créatifs, architecturaux, financiers, évidemment aussi pour la conservation d'œuvres d'art à travers la Fondation Louis Vuitton. Donc nous mettons à disposition des parties prenantes de cette reconstruction tous nos salariés qui leur sembleraient pouvoir aider à cette reconstruction. La famille d'industriels Pinault, qui préside le deuxième groupe mondial dans le secteur du luxe, offre quant à elle 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Autre donateur, Total, son PDG annonce débloquer 100 millions d'euros. De nombreuses cagnottes ont aussi été mises en ligne par des anonymes. Les autorités mettent en garde contre les arnaques et recommandent à ceux qui souhaitent effectuer un don de se rendre directement sur le portail de la Fondation du patrimoine. Notre édition spéciale continue ici en plein cœur de Paris et nous sommes en ligne avec Yann Arthus Bertrand. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, photographe, réalisateur. Vous connaissez bien cet édifice parce que vous l'avez visité en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Quels sont vos souvenirs en plein cœur de Notre-Dame de Paris ? D'abord, j'ai survolé plusieurs fois depuis une vingtaine d'années Paris et chaque fois on est complètement attiré, je dirais presque obsédé par cette cathédrale au milieu de Paris. Et quand je vois mes photos, une photo sur 5, c'est une photo où il y a Notre-Dame. C'est vraiment un monument qui est emblématique de Paris. Alors j'avais été, juste avant les travaux, visiter justement
Vous avez ce grenier, ce qui s'appelle la forêt, et j'avais été étonné par la sécurité qui y régnait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lumière dans le grenier, parce qu'ils disaient on ne veut pas de fil électrique à cause des incendies. Et donc on visitait ça avec nos téléphones portables pour pas faire, parce qu'on n'avait pas beaucoup de lumière. Et je me suis dit vraiment, là ils font vraiment attention. J'avais été essoufflé par ça. Et cet endroit est incroyable, cette espèce de forêt de poutres dans tous les sens. J'avais jamais vu ça. C'est vraiment une charpente du XIIe siècle qui part, et c'est d'une tristesse infinie. Voilà. Et j'avais ici photographié en haut du donjon, qui est parti, le donjon de la flèche qui est parti. Il y avait les statues, vous savez. Et il y avait une statue des saints qui regardait Paris, sauf un seul saint, qui était le saint des architectes, qui regardait vers le haut. Et c'était Viollet-le-Duc, l'architecte, qui avait fait sa figure lui-même, qui regardait Notre-Dame. Et j'avais été fasciné par ça. J'avais été visiter Notre-Dame parce qu'il voulait me faire une espèce de... Vous savez, un appel aux dons pour restaurer Notre-Dame qui était en très mauvais état. Quand on était sur le dessus, on voyait bien toutes les pierres tombaient et il cherchait des fonds. Il m'avait demandé de présider l'association. Donc, et puis ce qui m'a étonné aussi, c'est le nombre d'appels que j'ai reçus du monde entier, de gens que je connaissais à peine sur mon site internet et qui me connaissaient, que j'ai pas eu depuis des années, qui m'envoyaient un petit mot gentil, comme si j'avais perdu, vous voyez, un membre de ma famille. Et c'est très touchant de voir que comme ça a touché le monde entier. C'est un vrai symbole beaucoup plus fort qu'on croit aujourd'hui. Au monde entier, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. Yann Arthus Bertrand, oui. Avec votre œil de photographe, de réalisateur, pensez-vous que le profil, que le visage de Paris va changer justement après cet effondrement d'une partie de Notre-Dame de Paris? On l'a vu, sa silhouette a déjà beaucoup changé et continue de marquer les esprits. Est-ce que ça va un peu diminuer la capitale? Non, je pense sincèrement pas, parce que tout le monde a bien compris que c'était un drame affreux. Au contraire, il y aura plus un élan sympathique. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui voudront voir à quoi ça ressemble. Mais surtout, on sait bien que c'est provisoire. Je pense qu'elle sera reconstruite très vite parce qu'on en a tous besoin. Et on attend ça avec impatience. Et ça va aller vite. Il a fallu quelques centaines d'années pour construire Notre-Dame, et je pense que là, en quelques années, on reconstruira Notre-Dame. J'en suis sûr. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Paris. Émotion, sidération à la suite de cet incendie des catholiques, mais bien plus largement des Parisiens, des Franciliens. On en parle avec toi, Florian Chevalet, reporter BFM Paris. Florian, toi tu es dans le 5e arrondissement ce soir et beaucoup viennent voir l'ampleur des dégâts. Oui, exactement. Vous le voyez autour de moi. L'image est très impressionnante. Regardez ces centaines et ces centaines de personnes, des Parisiens, des Parisiennes, des touristes, des riverains qui viennent depuis le début de la journée sur ces quais pour contempler ce monument, pour contempler la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est impressionnant ici, sur les quais bas, ça l'est encore plus sur les quais hauts. Là-haut, il est même difficile de se déplacer à pied, tant la foule est compacte. Parmi ces personnes, j'ai rencontré tout à l'heure Jules. Il est né à Paris, il a grandi au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il était très ému, aux larmes. Je vous propose de l'écouter. C'est notre patrimoine qui s'en va, c'est l'âme de Paris, c'est Notre-Dame, c'est la liberté, c'est le symbole de la France. C'est 850 ans d'histoire qui s'envolent en fumée, c'est l'enfer. C'est effectivement, je suis extrêmement triste. Ce qui est également très impressionnant, je vais vous montrer comme ce monsieur, eh bien ces personnes qui téléphonent ou appareil photo à la main viennent immortaliser le monument, la cathédrale de Paris un jour après l'incendie. C'est justement la raison de la colère d'Alexis. Il est guide touristique ici, passe devant le monument, travaille devant le monument tous les jours. Il était présent hier au moment de l'incendie. Il explique avoir été très choqué par le nombre de personnes qui se prenaient en photo, en selfie devant le monument en flammes. On en voit également beaucoup aujourd'hui. Encore une fois, il était très choqué. Je vous propose de l'écouter. Je voyais le Notre-Dame qui brûlait et je voyais des gens en même temps qui prenaient des selfies avec elle, avec le Notre-Dame en derrière en brûlant. Je ne pouvais pas rester. En fait, je suis rentré chez moi après 20 minutes. C'était pas possible de voir ça et en plus et cette partie un peu égoïste de se dire soi-même je suis parti d'un moment très important de l'histoire.
Mais au-delà de la curiosité, c'est l'émotion, c'est le sentiment, l'émotion, le sentiment qui prédomine aujourd'hui. Beaucoup ont d'ailleurs décidé de passer des larmes aux actes. L'immense majorité des personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui ont promis de faire un don pour permettre la reconstruction rapide, le plus rapidement possible en tout cas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci Florian Chevalier, reporter BFM Paris depuis le 5e arrondissement de la capitale. Près de 9 heures d'intervention à haut risque pour les sapeurs-pompiers. C'était la nuit dernière. L'action, la bravoure de ces sapeurs-pompiers n'ont pas manqué d'être salués par les nombreux badauds parisiens, franciliens présents. On l'a vu dans ce précédent duplex, par des franciliens, des parisiens, des touristes aussi. Une petite sélection de vos messages au micro BFM Paris d'Emmanuel Lebon. De vrais professionnels pour que ce matin qui est tout l'incendie, et que la structure soit conservée. Voilà, ça c'est très important. Et je pense que les pompiers ont été tout à fait un travail remarquable. Ce sont des gens qui sont toujours à notre service, on le voit bien aujourd'hui encore, heureusement qu'ils sont là. Ils nous ont permis de pouvoir encore faire un effort, un travail fantastique pour notre pays. Et je crois que comme pour moi le symbole de Notre-Dame est aussi important que le symbole de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe, je pense que c'était très important effectivement que les pompiers soient là et qu'ils soient là surtout pour sauver notre patrimoine. Exceptionnel, je les admire énormément. Vous êtes reconnaissante ce matin ? Oui, bien sûr, du travail qu'ils ont fait, bien sûr. Bien sûr, on ne peut qu'être reconnaissant. Et puis on a une image qui vous a fait réagir tout au long de la journée, des panneaux d'affichage de la mairie de Paris qui ont diffusé tout au long de ce mardi des tweets de soutien à la suite de cet incendie. On pouvait y lire des propos de plusieurs personnalités, des chefs d'État, de gouvernement aussi. Et puis il y avait Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui affirme, ce sont ses mots, être aux côtés du peuple de France dans ce moment de chagrin. Fanny. Les réseaux sociaux qui ont été également pris d'assaut par d'autres personnalités. On en a parlé un peu plus tôt ici sur l'antenne de Bonsoir Paris, des sportifs, notamment au sein du PSG, qui se sont manifestés en soutien à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a pris feu. Il y a aussi des artistes qui se sont beaucoup manifestés. On va prendre par exemple la direction d'Instagram avec ce post du freerunner parisien que l'on connaît bien ici à l'antenne. C'est Simon Nogueira, vous le savez, il a l'habitude de faire toujours ces photos assez spectaculaires sur les toits de la cathédrale, et justement il en a publié une très belle de lui, donc en train de faire ses acrobaties, c'est son métier aussi, sur les toits de Paris, avec cette vue justement sur la cathédrale Notre-Dame en feu. C'était donc hier une photo qui mêle à la fois la beauté et puis aussi ce dramatique incendie qui a pris dans la soirée de ce lundi. Voilà pour Simon Nogueira, le street artiste C215, Christian Guemy de son vrai nom, vous savez, qui officie notamment beaucoup dans le Val-de-Marne, c'est son fief, Itry notamment, a publié aussi une photo de la cathédrale en feu, en fumée. On ne voit quasiment pas le sommet de cette cathédrale. Un commentaire également pour accompagner cette photo. On voit un smiley très triste, évidemment. C'est street artiste, vous savez, on en a parlé récemment encore, et même s'il est très connu parce que l'une de ses œuvres, c'est Simone Veil sur les boîtes aux lettres dans le 13e arrondissement de Paris, avait été tagué. Lui aussi manifeste sa solidarité et son émotion à la suite de ce drame survenu hier. Un autre artiste, vous le connaissez bien également, il est venu sur le plateau de Bonsoir Paris il y a quelques mois, c'est Jules, le dessinateur de BD, qui a sorti récemment donc son dernier Lucky Luke, un cow-boy à Paris, et qui dans cette BD justement avait aussi dessiné, croqué Notre-Dame de Paris, et qui en met justement un exemple de cette planche. On voit sur cette publication sur Instagram Lucky Luke qui est sur une balustrade à côté de ses gargouilles et qui admire les monuments de Paris depuis Notre-Dame de Paris. Chip Train, vous connaissez ainsi ce dessinateur que l'on aime beaucoup dans Bonsoir Paris et qui croque la vie quotidienne des usagers des transports en commun à Paris, en Ile-de-France, qui a publié un dessin assez triste, on va dire, une ambiance un peu nostalgique. C'est assez rare dans ses publications, dans ses dessins. T'es en retard, oui, mais c'est moins grave aujourd'hui. On voit en contrefond cette cathédrale de Notre-Dame en feu. Voilà son hommage à ce dessinateur. Quelques petites vidéos pour terminer. Tout d'abord, le violoncelliste Gauthier Capucin, le frère de Renaud Capucin, justement, Gauthier Capucin, qui était là ce mardi matin, devant l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame pour jouer du violoncelle. Vous l'entendez, vous le voyez, il était
entouré de gens qui sont venus le voir. Il s'est mêlé à la foule des badauds de manière tout à fait spontanée pour jouer ici devant la cathédrale. Et on termine avec cette dernière publication, vidéo également du chanteur Gaël Faye, le franco-rwandais, qui a un attachement particulier avec la cathédrale. Il y a pas très longtemps, il était venu donner un concert devant cette cathédrale de Notre-Dame et il expliquait son lien intime avec cette cathédrale puisqu'il avait lu, c'était l'un de ses premiers ouvrages, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà cette publication et donc ces hommages rendus par les artistes également. Merci beaucoup Fanny. Et vous ? Quels sont vos souvenirs ici à Paris, en Ile-de-France et auprès de Notre-Dame de Paris? Dites-nous, envoyez-nous vos remarques, vos suggestions, vos photos et vos vidéos avec le hashtag BFM Paris. Nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux. Cette thématique d'actualité et toute l'actualité francilienne aussi à retrouver sur notre site internet, l'adresse bfmparis.com et sur nos applications disponibles gratuitement sur tous les stores iPhone et Android. L'édition spéciale continue, restez avec nous. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Bonsoir Fanny, bonsoir Tanguy, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Alors c'était prévu, c'était la journée la plus désagréable ou en tout cas la plus nuageuse de la semaine avec, vous le voyez, un ciel bien gris. C'est une perturbation qui a circulé sur le bassin parisien et qui a apporté quelques pluies, des pluies dans l'ensemble assez faibles et donc les conditions cycloniques qui vont se rétablir maintenant alors que vous apercevez donc les traces de cette perturbation. Donc on va retrouver encore un ciel assez nuageux pour ce mercredi matin. C'est de l'humidité qui sera encore présente dans les basses couches avec des températures relativement agréable entre 7 et 10 degrés. Et puis dans le courant de l'après-midi, je vous parlais de cette amélioration qui va se mettre en place avec le retour de très belles conditions ensoleillées et surtout des températures en nette hausse jusqu'à 19 degrés. Et puis donc pour la fin de la semaine, vous le voyez, de très belles conditions. Toujours ces conditions anticycloniques, du soleil entre 20 et 21 degrés pour jeudi. Dès la journée de vendredi, on pourra atteindre localement les 22, 23, voire pourquoi pas les 24 degrés. Donc des températures qui seront facilement 8 à 9 degrés au-dessus des températures de saison. Samedi, même programme, toujours un soleil très généreux et des températures très élevées. Pourquoi pas localement des pointes à 25 degrés. Et puis pour dimanche, pas de changement. Un très beau week-end en perspective avec du soleil et des températures qui là aussi pourront atteindre les 23, 24 degrés. Avant, a priori, quelques nuages supplémentaires pour lundi prochain et une petite baisse des températures. Mais tout ceci reste bien sûr à confirmer. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur notre antenne et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. C'était la météo avec B&B Hôtel.